Bienvenue sur le podcast Vilain Canard, le podcast qui met en lumière des parcours de vie très variés. Place à l'épisode du jour, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur Vilain Canard. J'ai avec moi aujourd'hui, comme Vilain Canard, June, qui va se présenter. June, merci beaucoup d'être là déjà. Et je vais commencer dans le vif du sujet par te demander la première question que je pose à tous mes invités, qui est June, qui es-tu et qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Bah, écoute, déjà, merci Alex pour, l'invitation et donc je vais me présenter pour introduire, le podcast. Donc moi, c'est June, comme tu l'as dit. Je suis coach sportive, mais surtout, je suis passionnée de musculation et plus précisément de bodybuilding. Je suis aussi passionnée d'art, étant donné que j'ai eu un parcours un petit peu atypique où j'ai commencé par un master aux beaux-arts et j'ai enchaîné par, une formation de coach sportive. Puis j'ai continué un petit peu à m'auto-former, si on veut, en parcourant plusieurs choses, des formations, que ce soit en, en nutrition ou alors plus axé en profondeur sur la musculation, les sciences de l'entraînement, comme on dit, avec pas mal de recherches, tout ça. Donc voilà, et j'ai réalisé ma première saison, si on veut, de compétition, même si c'est à tout petit niveau de bodybuilding. Donc c'était 2 compétitions modestes, une fédération quand même, une fédération naturelle et un show qui est, disons, c'est comment on dit? Un grand prix en fait. Enfin, c'est juste un show, donc il y a pas Mmh. de fédération qui est affiliée à ce show, mais dans le domaine du bodybuilding, c'est quand même un show qui est assez reconnu. Donc voilà, c'était mes 2 premières expériences de compétition en bodybuilding et c'était un petit peu pour me permettre de savoir si j'avais envie de poursuivre là-dedans, si j'avais envie de continuer, dans le bodybuilding et donc je vais continuer. Ouais, visiblement, ça te plaît en effet. C'était Voilà. quoi le nom du show dont tu parlais? Celui qui est assez OK. significatif, dans le milieu? Juste par curiosité. Alors la première compétition que j'ai faite, c'est la WNBF, donc c'est une fédération naturelle internationale, qui a enfin voilà, qui est vraiment, partout dans le monde et ensuite, il y a il y a des shows par pays et après il y a même un show international, c'est-à-dire, plutôt, toutes les personnes qui ont gagné leur carte professionnelle dans différents pays peuvent aller, au championnat du monde de la WNBF, qui a lieu à Las Vegas, je crois et donc voilà, donc c'est vrai. Par contre, voilà, c'est un show naturel, donc c'est pas comme, Monsieur Olympia ou vraiment, voilà. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, Mais le voilà, dopage. c'est ça. C'est censé, en tout cas, être naturel, être une fédération Ouais, naturelle. Ensuite, il y a toujours le doute, OK. mais voilà. Ouais, bah, Il on y en aura peut-être il y en l'occasion d'en parler. il y en aura moins que sur d'autres shows. Oui, voilà, c'est ça, il y en aura Voilà, nécessairement, moins a priori. c'est ça. J'ai entendu dans un podcast où Mmh tu mh. étais l'invité du coup, que tu disais que tu aimais bien déjà avant de faire de la musculation, le côté esthétique des corps musclés Mmh. et je me demandais si tu savais d'où ça venait hem et si tu penses que naturellement, on est plus attiré finalement par des corps musclés ou si c'est vraiment c'est vraiment juste une question de préférence, subjective? Alors je pense que c'est assez, subjectif, que ça va dépendre, des personnes. Donc en effet, moi, quand j'étais en art, quand j'étais, dans ma licence et mon master, j'étais déjà et même avant, j'ai fait une année de prépa aux beaux-arts, donc il y a 2 prépas aux beaux-arts en France. Moi, j'étais à Lyon et en fait, ce qui me passionnait déjà, c'était vraiment les corps, donc les corps, musclés, les corps en mouvement, en fait, le corps en mouvement. Donc c'était voilà, je OK. et les corps, quand je dis corps, c'était pas forcément que les corps humains, c'était aussi les corps, des animaux, donc les fauves, les chevaux, les taureaux. J'avais une grande passion pour les taureaux, donc voilà des corps quand même assez, massifs et ce qui m'a menée à m'intéresser vraiment particulièrement à tout l'univers, assez controversé de la tauromachie, et du flamenco.
Et en fait, ce OK. qui me passionnait, c'était cette symbiose. Enfin, je sais qu'on peut dire que c'est pas une symbiose, mais voilà, je prends ça vraiment du côté artistique et pas du tout du côté, éthique. Parce que moi Ouais. aussi j'ai changé de point de vue là-dessus, mais voilà, du point de vue artistique, ce qui me passionnait et me fascinait, c'était vraiment, l'entrelac des corps, des capes, du taureau, de l'homme, et ensuite tout ce qui avait aussi attrait au flamenco, donc de la danse des mains, et voilà, tout ça, ça faisait quelque chose qui m'intriguait vraiment. Et, Mmh. et suite à ça, bah, quand j'ai découvert le sport, j'ai tout de suite été attirée effectivement par les corps très musclés, très musculeux, des des corps qui sortaient, pas forcément du commun, mais en tout cas, voilà, pas des corps fins. Parfois les femmes, elles sont là, elles se disent: «Oui, moi j'ai envie d'un corps mince, j'ai envie, d'un creux entre mes jambes, j'ai envie, voilà, de pas avoir de trop gros bras». Et moi j'étais: «Bah, j'ai envie d'avoir des gros bras, j'ai envie d'avoir des grosses épaules, j'ai envie d'avoir des cuisses énormes». Voilà, alors qu'à la base, j'ai plutôt une structure, plutôt, mince. Et et voilà, donc je pense que c'est assez subjectif, et je me demande aussi Mmh. si parfois c'est pas, par opposition aussi, justement à, par exemple, ma mère quand j'étais jeune et quand je me suis mise au sport, elle me disait tout le temps, «Ah, n'en fais pas trop, ne deviens pas trop comme ceci». Et je sais pas si c'est aussi par esprit de contradiction, peut-être c'est un petit peu tout ça à la fois, mais j'étais déjà naturellement, attirée par les sports, de force, en fait. Dès que je me suis mise au sport, j'ai été vers le crossfit, alors que quand on commence le sport en général, enfin voilà, on commence par des trucs un peu plus light. Donc moi, Ouais. la première chose que j'ai faite, c'est le crossfit. Ensuite, c'était de l'haltérophilie. Donc voilà, encore plus. Et ensuite seulement, je me suis mise à la musculation et au bodybuilding. Donc j'ai fait un peu le parcours à l'envers. Mais voilà, il y avait toujours ce désir quand même un petit peu, d'esthétisme. Et Mmh. même quand je faisais du crossfit et de l'haltéro, même si voilà, le crossfit et l'haltéro en soi, c'est pas la recherche de l'esthétisme, c'est la Mmh. recherche de la performance, de soulever le plus lourd. En haltéro et en crossfit, c'est être le plus performant et être bon dans tous les domaines. Et même si ça m'a passionnée aussi, hein, c'est ça qui m'a donné l'envie, de me reconvertir, en tant que coach. Et Mmh. ben, ça me suffisait pas, en fait. Moi, j'avais vraiment cet attrait pour l'esthétisme et pour le physique. OK, et effectivement, c'est intéressant parce que, comme tu l'as dit, on est plutôt dans les tendances pour les femmes, tu vas me dire si je me trompe, à vouloir être effectivement, mince, voilà, tout ce que tu as décrit. J'ai plusieurs questions par rapport à ça. Hem, donc tu as expliqué que c'était peut-être par esprit de contradiction que tu as voulu aller vers, heu, le corps musclé plutôt que le truc, super mince, machin. Tu avais déjà un attrait aussi esthétique, Oui, j'avais pour les quand corps même musclés, donc l'attrait, hein, c'est pas juste par esprit de contradiction voilà, quand voilà, même. tu avais l'attrait pour les corps musclés, et comment les gens ils réagissent quand tu es une femme, qui est-ce que tu as eu des remarques ou des choses, un peu stupides, ou est-ce que dans l'ensemble tu as un entourage plutôt bienveillant, ou bienveillant, et ou qui fait déjà de la muscu, et du coup tu as pas forcément de remarques un peu, déplacées par rapport à ça? Non, franchement, alors, pour le coup, au niveau de l'entourage, j'ai eu un entourage assez, bienveillant, et aussi parce que j'ai pas eu une progression non plus, enfin voilà, il y a pas un jour où je me suis réveillée et où je me suis dit: «Waouh, je suis super musclée». Ouais, J'ai eu le temps de voir venir, et encore aujourd'hui, moi, je me trouve, pas assez musclée, en fait. Enfin, ça, c'est encore c'est autre normal. chose, mais voilà, en fait, le jour où on se met un petit peu à cette recherche d'esthétisme, et c'est peut-être aussi, une «problématique» entre guillemets, si on n'arrive pas à prendre du recul, et ben, c Mmh, le jour où on commence la musculation, c'est le jour où on n'est jamais «assez» entre guillemets. On n'est jamais assez musclé, il y a toujours des choses à parfaire. mmh, Et surtout dans le bodybuilding, même si, aujourd'hui je pense, avoir une relation, bien plus, sereine vis-à-vis de ça. Heu, Moi j'ai commencé,
bah, j'ai commencé, j'étais, comme on dit, je sais pas si tu connais un peu ce terme, skinny fat. Oui, oui. Voilà, j'étais skinny fat, puis j'ai été carrément, maigre et donc j'ai eu le temps de me voir, me muscler, en fait. J'ai eu le temps et mon entourage, ma mère finalement, après, plusieurs années d'explications, elle a bien eu le temps de comprendre mon processus et mental et physique et finalement, l'accepter et le Mmh. reste, de mon entourage, à part à part une poignée de personnes, enfin voilà, j'ai jamais eu de remarques, négatives et ça je pense que c'est parce que lorsqu'on me voit, dans la rue, on se dit pas non plus: «Waouh, elle est bodybuildée elle». Elle est Ah bah, tankée. ouais, voilà, c'est oui, parfois on me demande: «Ah, tu fais du crossfit?» Quand je m'entraîne, dans des salles un petit peu, je m'entraîne dans plusieurs salles de sport. Parfois, on me demande si je fais des sports de combat. Yes. Et Donc voilà, tu m'as dit en off que ça pourrait te plaire éventuellement, on en parlera peut-être si on a le temps. ouais, ouais, ça pourrait être, quelque chose qui me plairait, dans une autre, vie, si j'avais le temps de tout faire. Eh ouais, Mais c'est voilà, j'ai ça. pas le physique, de la bodybuildeuse, professionnelle, et encore moins en off season, donc sur ma Ouais. saison où je construis. Là, j'ai plutôt tendance à prendre du poids, hein, parce que je mange plus. Mmh. Donc à la limite, j'ai peut-être un petit peu, le physique, oui, d'une personne qui fait de la musculation, enfin, surtout quand je me mets en débardeur, en fait. Mais autrement, voilà, je pense que je ressemble pas au tout venant ou à la toute venante, mais en tout cas, voilà, une personne qui s'entretient, mais j'ai pas non Mmh. plus un physique, hors du commun et c'est ce qui fait aussi que voilà, j'ai pas des remarques, ni déplacées et parfois j'ai des personnes, quand elles commencent le coaching avec moi, qui me disent: «Oui, alors moi j'aimerais bien avoir ton bas du corps, mais pas ton haut». Et c'est marrant parce que je me dis: «Non mais t'inquiète pas parce que le temps que tu mon haut du corps, bah, tu as le temps de voir venir, en fait». Parce que voilà, moi je fais quand même des tractions, je fais, des dips lestés, des tractions lestées, enfin voilà, j'ai même envie de me dire: «Je me bute à la salle» Ouais, ouais, et ouais. c'est pas ce que tu vas faire toi, en tout cas pas en commençant avec moi, donc il y a pas de souci. Tu auras pas mon haut du corps, même si tu le voulais. Mais non, Donc mais oui, voilà. ça, c'est un truc sur lequel, je voulais t'emmener aussi, hem, c'est que c'est vrai que, enfin, j'ai l'impression que c'est surtout les femmes qui se disent ça quand elles commencent la muscu, qu'elles disent, «Moi, je veux m'affiner, je veux me tonifier, mais je veux Ouais. surtout pas, me transformer Mmh. hem, en un espèce de monstre, ultra En musclé et Hulk. tout». Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux me dire un petit peu c'est quoi la réalité sur ça? Elle est Mmh. aussi réelle pour les hommes, mais spécifiquement pour les femmes? Ouais, bah, c'est ça en fait, je pense qu'il y a une incompréhension par rapport, à comment ça se passe une, prise de masse musculaire. Donc c'est souvent, chez les femmes, hein, que c'est surtout une peur. Les hommes, ils ont pas cette peur de prendre trop vite en fait, mais Mmh. les femmes par contre, elles ont peur de prendre très vite de la masse musculaire alors que c'est un processus, déjà la prise de masse musculaire, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, c'est un processus qui est lent et long où, bah, voilà, il faut une récurrence, il faut une régularité et surtout ce que les femmes ne comprennent pas, c'est que, le muscle, en fait, ça ne prend pas de place, ça ne prend pas de place. C'est le gras vraiment qui va prendre de la place et qui va, entre guillemets, je dis bien, entre guillemets, qui va «épaissir le corps». Mais sur un même poids, par exemple, pour une personne, qui pèse 60 kilogrammes, qui a 20% de masse grasse, elle n'aura pas du tout le même physique qu'une personne qui pèse 60 kilos et qui a 15% de masse grasse. La personne qui a 15% de masse grasse va avoir l'air beaucoup plus athlétique, beaucoup plus tonique. Et donc les femmes sont dans cette recherche, de manière générale, d'un corps affûté, encore une fois, entre guillemets, d'un corps tonique, sauf que la tonicité, donc c'est un mot vulgaire pour dire musclé. Ouais, Le muscle tonique, le muscle galbé, c'est juste un corps musclé en fait. C'est un corps c'est musclé ça. et avec peu de masse grasse. Et Mmh. donc c'est bien là toute l'incompréhension qu'il y a autour du muscle, c'est que bah,
le muscle, c'est un tissu noble qu'il va falloir développer, qu'il va falloir entretenir, qu'il va falloir cultiver et surtout, il va falloir avoir la patience de le nourrir correctement et de l'entretenir. Et pas simplement, bah voilà, je vais à la muscu 3 fois par semaine et je vais devenir Hulk. Non, ça se passe pas comme ça. C'est un processus qui est plus long. C'est aussi toute une hygiène de vie qu'il y a autour bah, de la musculation ou du bodybuilding. Ça va être sur la nutrition, sur le sommeil, sur bah, notre activité spontanée, donc la non-activity thermogenesis, c'est la NEAT. Ouais. Donc, Yes. voilà, c'est tout ça qui va entretenir aussi le tissu musculaire et qui va peut-être sur le long terme, peut-être nous donner ce look un petit peu athlétique. Et ensuite, il y a, voilà, en fait, c'est la musculation, le bodybuilding, c'est une manière de rechercher un esthétisme, mais il faut savoir que il y a bien d'autres activités qui peuvent aussi nous donner ce look athlétique, comme les sports de combat, par exemple, tout ce qui est, comment ça s'appelle, athlétisme. Ouais. Voilà, il y a différentes pratiques, mais en fait, il faut bien comprendre, bah voilà, pourquoi on fait telle activité. Est-ce que c'est par recherche de santé? Est-ce que c'est par recherche d'esthétisme? Est-ce que c'est par recherche de performance? Et donc, je pense aussi, par exemple, il y a certaines personnes qui se mettent au CrossFit, qui se disent, moi, je veux être mince, etc. Bah non, là, en fait, c'est pas que c'est, on ne peut pas lier les deux. Mais en fait, quand on se met au CrossFit, en général, c'est la recherche de la santé. Et pour les personnes qui veulent aller plus loin, c'est carrément la recherche de la performance. Les Mm. personnes qui se mettent à l'athlétisme, c'est aussi la recherche de la performance, courir plus vite, sauter plus haut. Les personnes qui se mettent à la musculation, et c'est là que, en fait, c'est devenu le premier sport auquel on se met, mais les personnes, en fait, tout le monde n'est pas fait pour faire de la musculation et tout le monde n'est pas fait pour le faire bien, en fait. On peut tous en faire. Parce que déjà Mm. aussi, c'est le premier sport, je pense, qui est accessible à tous et Ouais. qui va nous permettre de développer notre santé plus ou moins de manière autonome. Moi, je pense que la musculation, comme tous les autres sports, ça devrait être encadré par un coach. Parce qu'on se Mm. met pas à l'athlétisme sans coach, on se met pas au sport de combat sans coach. Et ben c'est pareil, la musculation et même la course à pied, on va pas s'y mettre sans coach parce qu'en fait, on va faire des erreurs et on va perdre du temps. Mm. Mais voilà, je sais même plus c'était quoi la la question d'origine, Non, c'était par mais rapport aux femmes, mais oui, oui, non, mais tu as répondu et tu as digressé et j'adore ça. C'est ce qu'il faut faire pendant le podcast. Non, mais tu as dit plein de trucs intéressants. Hem, je vais revenir un petit peu aux bases, en te redemandant, je te l'ai déjà redemandé, indirectement, mais mmh, finalement, si tu peux résumer les raisons qui t'ont poussé, à te mettre à la musculation et surtout, est-ce que c'est les mêmes raisons qui te poussent à continuer mmh. aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as découvertes sur ton parcours qui t'ont, qui t'ont fait du bien finalement et qui font que tu continues? OK. Alors quand je me suis mise à la musculation, c'était vraiment parce que j'avais perdu, beaucoup de poids. Donc je faisais déjà du crossfit, j'avais fait de l'haltéro et pendant mon année de formation, au BPJEPS, hem, donc j'ai eu pas mal, si tu as écouté, le podcast avec Hugo, bah, voilà, Mmh, c'est une année qui a été assez, difficile mentalement parce que j'avais beaucoup de remarques sur mon physique, comme quoi j'étais pas assez musclée ou pas assez forte, enfin voilà, que j'avais peut-être pas le physique du coach ou de la coach mmh, et c'est mmh, vrai que ça m'a beaucoup touchée dans mon ego et dans l'estime que j'avais, de moi-même et c'est aussi parallèlement, c'est aussi l'année où j'ai dû, faire des cours collectifs, donc des cours un petit peu plus, axés cardio mmh. et je me déplaçais en vélo aussi, je me déplaçais tout le temps en vélo. Donc parfois je faisais, 20 kilomètres par jour pour me déplacer d'un point à l'autre, en côte. Ouais. Enfin pas tout en côte bien sûr, mais voilà, j'avais beaucoup de Mmh, cardio et en fait, bah, je pense qu'indirectement, heu, déjà j'ai commencé à m'intéresser plus précisément à ma nutrition. À l'époque, j'étais végétalienne OK. et
et en fait, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu beaucoup de poids, ça s'est fait progressivement et en fait, il y avait, bah, voilà, il y a cette gratification de la perte de poids parce que c'est quelque chose qui est dans notre société. On gratifie la perte de poids parce que, bah, voilà, ça donne l'impression d'un corps sain, ça donne l'impression d'un corps, d'un beau corps. C'est ça, hein, en fait et même Mmh. moi, j'étais un petit peu, matrixée là-dedans. Je me voyais perdre du poids, je voyais peut-être qu'on me gratifiait de cette perte de poids et Mmh. en fait, il y a un moment où pour un coaching, je me suis prise en photo, tu sais, les photos que je demande moi-même à mes élèves et Oui. ensuite j'ai regardé les photos et en fait, j'avais l'air crevée, quoi. J'avais l'air KO, j'avais l'air de sortir d'un camp d'amaigrissement et j'avais les yeux qui tombaient comme ça, j'avais des cernes et j'étais toute blanche en plus. Donc moi, j'ai regardé les photos et je me suis dit: «Ah ouais, non, en fait, c'est pas du tout ce à quoi je veux ressembler» et en Ah fait, ouais, bah, OK. justement, je me mettais quand même, à un coaching. C'était mon premier coaching en musculation et le but, c'était, bah, de me renforcer parce que j'avais quand même, je sentais que malgré, bah, enfin ou peut-être qu'à cause de cette perte de poids, j'avais perdu quand même, pas mal de muscles parce qu'aussi je faisais Mmh. beaucoup plus de cardio que de renforcement et d'haltéro. J'ai eu une petite période où je m'étais fait, très mal au dos et au bassin. Je m'étais vraiment, bah, bloqué toute la zone sacro-iliaque et donc OK. on m'avait pas dit: «Arrête tout», mais on m'avait dit: «Fais attention, essaie de privilégier des sports un petit peu portés comme le vélo, comme, la Ouais. natation et faire du renforcement musculaire en adaptant selon tes sensations». Donc voilà, j'avais fait ça, mais du coup, bah, voilà, je sais pas si j'avais perdu ou si je n'avais tout simplement pas de masse musculaire, ce qui est tout à fait possible aussi Ouais. et hem et donc pour en revenir, à ta question, bah, c'est comme ça que je me suis mise à la musculation avec ce désir d'être plus forte en fait, de me renforcer. Cette année-là, quand je me suis mise à la musculation, c'est aussi l'année où j'ai découvert, pardon, où j'ai découvert Rudy. Ouais, ouais. Salut Rudy, si tu nous écoutes. Ouais, si tu nous écoutes, où j'ai découvert, Rudy et Superphysique et où j'ai Ouais. découvert que c'était, dans ma région, donc improbable. Et Ouais, ouais. ouais et donc voilà, c'est comme ça aussi que je m'y suis intéressée. J'avais vraiment ce désir de maîtriser les fondations. Donc je faisais déjà des tractions, je faisais des dips aussi, mais voilà, je voulais vraiment progresser dessus. Je voulais, progresser sur le squat, enfin, je voulais revenir aux fondamentaux, tout Mmh. simplement et peut-être revenir à une pratique, plus simple où je maîtrise mon corps dans l'espace d'une manière, plus simple que Mmh. l'haltérophilie, que le crossfit qui sont très techniques aussi Oui. et je pense que j'avais cette impression d'avoir sauté des étapes et donc j'avais envie de revenir, aux bases en fait, tout simplement. OK. Donc OK, OK. voilà. OK, OK. Bon, bah, hyper cool et donc ça, c'était tes motivations, Du pour t'y début, mettre ouais. finalement. De ce que je comprends, tu faisais beaucoup de sport, notamment du crossfit, de l'haltéro, tu faisais beaucoup de vélo et puis, Mmh. un jour, tu t'es pris en photo et c'est le fameux moment où on se prend en photo. C'est que, là, il y a la réalité réelle qui frappe et on se dit: Mmh. «Merde, en fait, je suis comme ça». Ouais, c'est Et ça. donc du coup, tu t'es dit: «Mais en fait, c'est pas à ça que je veux ressembler et je vais me mettre à la muscu». Je résume, grossièrement Ouais. et maintenant, aujourd'hui, c'est quoi, est-ce que enfin, c'est quoi tes motivations pour continuer? Parce que souvent, on peut avoir une motivation, tu vois, pour commencer quelque chose. Mmh. Après, pour que ça dure, sur le long Ouais. terme, hem, je pense qu'il faut qu'il y ait d'autres motivations, Que le sur simple esthétique. Ouais, bien voilà, sûr. sur le long de la route, pour que l'activité, on continue à la Mmh. faire. Toi, c'est quoi que tu as découvert à travers cette pratique qui te donne envie de continuer, en fait? Bah, déjà, quand je me suis mise à la musculation, j'avais déjà, cet attrait, comme je t'ai dit, bah, pour, tout ce qui est, bodybuilding, corps musclé. C'était, déjà des choses qui me fascinaient, en fait et qui me paraissaient Mmh. assez hors de portée par rapport à mon niveau et donc quand je m'y suis mise, assez rapidement, je me suis mis, en tête de faire du bodybuilding un jour. OK. Et donc un jour, j'ai dit: «OK, là, dans 3 ans, je fais ma première compétition». Donc ça, c'était, mon objectif,
que j'avais à l'intérieur de moi et OK. et donc l'année l'année dernière, enfin oui 2021, je dis: «Bah là, 2022, je fais une compétition». Donc voilà, c'était quelque chose qui avait été réfléchi, je me laissais du temps pour quand même construire un petit peu de masse musculaire. Je suis partie avec un coach qui m'a accompagnée donc pendant une année pour cette préparation de compétition, donc tant sur le plan de la construction musculaire, de la off-season comme on dit, et Mmh. de tout ce qui est la sèche. Et donc l'objectif c'était faire les deux compétitions. Et là maintenant enfin j'ai arrêté temporairement puis je suis repartie avec un nouveau préparateur qui est plus OK. axé bodybuilding encore. Et aujourd'hui, je dirais que ce qui, continue un petit peu à m'animer, bah, c'est cette recherche de je sais pas, d'être mieux que moi l'année dernière, en fait, d'améliorer, oui, on dit, improve, your physique, donc voilà, Ouais. d'améliorer mon physique. Mmh. Mais, mais au-delà du simple physique, c'est aussi comprendre comment mon corps fonctionne. Et je sais que le bodybuilding, ça paraît assez réducteur parce qu'on fait que certains mouvements dans certaines amplitudes, mais il y a des choses qui se développent à côté qui sont très spécifiques, au bodybuilding, mais qui sont passionnantes comme, bah, le développement du posing, le développement de la capacité neuromusculaire, donc vraiment apprendre à contracter ses muscles, ce qui n'est pas donné à tout le monde et ce qui moi, bah, il y a quelques années en arrière, je n'arrivais pas du tout à faire. Ce qu'on ne développe pas du tout, en CrossFit ni en haltéro, c'est pas Mmh. contracter ses muscles, c'est développer, enfin c'est faire passer la charge la plus lourde d'un point A à un point pardon, B. Mmh. Et, et donc moi, ce qui me passionne, c'est apprendre à vraiment utiliser mes muscles. Mmh. Mais aussi, c'est apprendre à m'exprimer avec mon corps à travers le posing, qui est une forme de chorégraphie, de danse. Donc je ne fais pas tout le temps. Là, en ce moment, j'en fais beaucoup moins, mais je fais de la danse à côté. Ça me permet de m'exprimer différemment. Même si Mmh. pour l'instant, je débute encore. Hein. Je ne suis pas du tout je danse pas très bien, hein, mais voilà, en tout cas, ça me permet justement de développer aussi, comme on dit, ma coordination. Ma coordination qu'on va pas forcément travailler d'une manière spécifique en bodybuilding ou en musculation. On va travailler la coordination intramusculaire, mais d'une manière très spécifique en fait. On va pas Ouais. développer plein d'aptitudes, voilà, des déplacements dans l'espace, des levées de bras, des jetés de jambes, etc., etc. Et Mmh. donc voilà, aujourd'hui, je dirais que ce qui me fait continuer, je pense, c'est juste la passion en fait. C'est juste que j'adore ça, que c'est quelque chose aussi qui fait partie de moi. Et, et en fait, je me dis que j'ai encore quelque chose à faire. Donc j'ai fait des premiers, enfin, on dit une première saison, mais j'ai fait que 2 shows, donc je pourrais pas dire que c'était vraiment une grosse saison, hein. C'était, disons, mes premiers pas. Mes premiers pas. Et là, ce que j'ai envie de faire, bah, c'est présenter une version, bah, plus aboutie et Ouais. permettre à mon corps, d'en faire un petit peu plus. D'en faire un petit peu plus, donc peut-être de faire, 3 ou 4 shows. Pourquoi pas, je dirais pas me qualifier à l'international, mais en tout cas d'essayer peut-être dans d'autres pays parce que là je suis restée en France, mais pourquoi pas essayer dans un autre pays, toujours sous la fédération WNBF. Mmh. Mais voilà, essayer un petit peu d'aller chercher un petit peu plus loin, tout en présentant un physique qui sera plus mature en fait. Parce Ouais. que le bodybuilding aussi c'est ça, et c'est, enfin pour moi, je le comprends hein, petit à petit, c'est vraiment un sport de maturité, de maturité musculaire. Et donc plus on va travailler et plus on pourra présenter Ouais. un physique abouti quoi. Carrément. Donc du coup, ce que je comprends, c'est que, c'est une activité finalement qui t'épanouit, donc il y a pas de raison d'arrêter Ouais. et c'est aussi, une façon d'expression pour toi, comme tu en as parlé Mmh. avec le posing et hem et du coup, ce que je voulais te demander aussi,
c'est à ton avis la pratique de la musculation, déjà sans compétition, on va parler de la compète, en détail tout à l'heure, mais, Mmh. sans compétition, qu'est-ce que, à ton avis, ça peut apporter, au-delà de l'aspect physique? Je sais pas, Ah, plein de mentalement ou choses. autre, Ouais, ouais. Plein ouais. plein de choses, hein. Déjà, avant même, pour moi, l'aspect physique, c'est vraiment, bah, c'est la cerise sur le gâteau, en fait. C'est ça va en découler, mais c'est ce que j'explique toujours à mes élèves, c'est que d'abord, avant même d'espérer voir des évolutions physiques, il faut mettre en place, comme je le disais tout à l'heure, bah, toutes les sphères qu'il y a autour de la musculation, c'est-à-dire, l'hygiène de vie, hem, ne plus être sédentaire, enfin voilà, avoir de l'activité dans sa vie autour de la musculation, donc pas que pendant la musculation. Heu, Mmh. donc, heu, donc en fait, voilà, on va commencer à faire attention à sa nutrition. Donc quand je dis faire attention, c'est vraiment apporter de la qualité nutritionnelle à ses aliments, essayer de manger, moins transformé, mais aussi essayer de comprendre comment fonctionne, l'alimentation et donc forcément induire des changements, positifs dans son énergie, dans l'énergie quotidienne, peut-être mieux comprendre aussi son système digestif, des choses comme ça. Ça va apporter des effets positifs, au-delà de la composition corporelle, bah, sur la densité osseuse. Donc, il y a beaucoup d'études qui ont montré, tous les effets, positifs, qu'il y a, bah, voilà, donc comme je disais sur la densité osseuse, donc vraiment ça va avoir un impact positif sur, notre vieillissement. Mmh. Donc voilà, ça va induire plein de changements tant physiologiques et puis sur le côté aussi, mental, bah, il y a une certaine fierté à être régulier, à la musculation et surtout à voir ses progrès, en fait. Et ça, peu importe le niveau, hein. Qu'on fasse des tractions ou du tirage, à la poulie, ben, on va voir le poids, sur la poulie augmenter. On va voir aussi notre mouvement, s'améliorer. Voilà. Je pense que ouais, c'est vraiment pour moi, la musculation, c'est vraiment la base pour commencer à induire des changements, positifs dans sa vie et c'est accessible à tous. C'est accessible à tous et à toutes. Donc heu, Mmh. donc voilà, je crois que j'ai répondu à ta Bah, ouais, ouais, question. non, c'est super, mais en fait, c'est vrai que la musculation, vue de l'extérieur par quelqu'un qui connaît pas, je pense que certaines personnes voient ça comme un truc très réducteur et très, Ouais, beauf limite, tu vois? Hein? ouais, Genre, carrément. «Ouais, je veux faire grossir mes muscles, machin», et en fait, c'est une porte ouverte à plein de choses qui tournent autour du bien-être, et c'est Mmh. vraiment une belle porte d'entrée en fait vers, bah, une meilleure connaissance de soi, et puis apprendre plein de trucs. Tu peux apprendre des trucs sur la nutrition comme tu l'as dit, sur l'anatomie, sur la Mmh. biomécanique, enfin il y a vraiment Ouais, voilà, plein de trucs à tout à apprendre fait. à travers la muscu. Ouais. Hem, bon, alors j'aimerais bien que tu me parles de la compétition, les compétitions que tu as fait, et alors déjà, j'aimerais bien que tu me dises pourquoi, tu as décidé d'aller plus loin que, entre guillemets, «juste» la pratique de la musculation, ce qui est déjà très bien. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que finalement c'était, juste, naturel pour toi? C'était dans le prolongement de ce que tu faisais? Et ensuite, j'aimerais bien beaucoup que tu me parles de la préparation, Ouais. l'avant, le pendant, quand tu montes sur scène et tout, et le après OK. aussi. Parce OK, que ça d'accord. m'intéresse vachement de savoir, en gros, quel est ton état d'esprit pendant tous ces moments-là, et concrètement, qu'est-ce que tu fais au quotidien? Voilà. OK, OK. Alors, pour répondre donc à la première partie de la question, Mmh. pour moi, le bodybuilding, donc c'était déjà quelque chose qui me fascinait, comme je te l'avais dit et c'était un petit peu, l'aboutissement, en fait, de quelque chose. Peut-être d'un truc un petit peu interne où je me disais, «Tu vas prouver aux autres, tu vas prouver aux autres, mais aussi à toi-même que que tu peux faire un truc, qui sort, enfin, qui comment dire? Pas qui sort de l'ordinaire parce que, enfin voilà, ça aurait pu être par le biais de l'haltéro ou du crossfit. Mais étant donné que moi, je pense que j'avais vachement intégré ce truc de, «Tu n'as pas le physique» et ben je pense que je me référais un petit peu à ça. Mais au-delà de la validation extérieure qui peut-être est là un petit peu au début,
bah, j'avais ce truc en moi de toute façon qui m'attirait et qui me faisait me dire: «Bah, moi je veux faire ça» parce que je veux me prouver aussi à moi-même que je peux le faire, que je peux, transformer mon corps et en fait, j'avais cette envie de concrétiser, tu sais, d'avoir une date. C'est comme un match, en fait, d'avoir une date et voilà, c'était le match, contre moi-même. Mmh. J'avais besoin de cet objectif parce que tout le monde peut faire, une sèche très poussée en se disant: «Bah, voilà, je me mets une période de temps, de sèche et puis voilà quoi, je verrai les résultats». Mais moi, j'avais envie de faire vraiment le truc, de fond en comble, quoi. J'avais envie de la Mmh. préparation, j'avais envie dans ma tête d'être vraiment hyper focus et pour moi, c'était un moyen de concrétiser ça, quoi. De concrétiser ça et d'avoir vraiment, bah, aussi des souvenirs, je pense Mmh. et une date et un avis externe et de me dire: «Bah, voilà, le jour J, je m'afficherai, telle que je suis et bah, j'aurai un avis externe de personnes qui ne me connaissent pas, qui ne connaissent pas mon passé et voilà et ça sera un avis objectif Mmh. et il y aura pas de jugement. Il y aura pas de jugement sur, qui je suis, qui j'ai été ou qui je serai. Ça sera juste un jugement sur le jour J Mmh. et c'est ça aussi OK. qui m'intéressait, je pense. Donc voilà, ça c'est la raison pour laquelle, j'ai entrepris de faire, cette compétition, de bodybuilding, enfin ces 2 OK. compétitions et cette Mmh. préparation et bah, la prépa, je sais pas par où tu veux que je commence? Mais je sais pas, en fait, moi, c'est un tu vois, j'ai jamais fait ça, mais moi, je vois ça vraiment comme une aventure, une aventure, en fait. Ouais. Tu t'es dit, «J'ai envie de faire les choses vraiment à fond», Mmh. hem et en fait, je sais pas moi, c'est est-ce que tu as continué à bosser pendant la préparation? À quel Ah point oui. c'est contraignant? Hem, Concrètement, qu'est-ce qui a changé dans ta vie entre le moment où tu n'étais pas en préparation Mmh. et où tu l'étais? Heu, Est-ce que c'était dur? Est-ce que ça s'est plutôt bien OK. passé? Je veux tout OK. savoir. Bah, alors déjà pour ce qui est du travail, moi j'ai la chance de travailler, principalement de chez moi étant donné que je travaille, online. Donc, je fais que des suivis. Ensuite, j'ai des consultations, visio régulières avec, mes élèves ou avec des personnes qui prennent, des consultations, pour leur entraînement ou pour leur nutrition, avec moi. Mmh. Donc ce qui fait que j'ai la chance quand même d'être dans un environnement où je peux gérer mon temps. Je peux gérer quand même pas mal mon temps. Ensuite, j'ai quelques, obligations, en présentiel avec certains coachings que je donne, à domicile. Mais là aussi, enfin voilà, moi, c'est un plaisir d'aller donner, ces coachings, à domicile. Mmh. Ce qui fait quand même donc voilà que j'ai un emploi du temps assez flexible. Pour ça, je vais pas du tout me plaindre. C'est vraiment pour moi une chance qui me permet aussi de passer du temps à mon entraînement, passer du temps sur mon posing parce que il faut dire que pendant cette période, mes entraînements étaient assez longs en raison, bah, du travail du posing et en raison de l'intégration du cardio ou alors du fait d'aller marcher. Donc Mmh. au début, c'était peu contraignant dans le sens où j'avais un certain nombre de pas à faire, j'avais mes entraînements à faire, il y avait juste le posing que je devais travailler, très régulièrement. OK. Donc voilà, pas très contraignant et le fait est que j'ai commencé, mon déficit calorique donc voilà pour faire, une compétition, il faut faire une sèche, hein, donc il faut perdre du poids. Le but, c'est d'arriver le plus, musclé possible en ayant le moins de masse grasse possible. Donc ça induit un déficit calorique très poussé. C'est pas le simple déficit calorique pour perdre, tu sais souvent, j'ai des voisins super sympas, on parle souvent parce que je vis dans un petit lotissement, c'est super agréable et j'ai Mmh. des voisins qui me disent: «Oh là là, là j'ai perdu 2 kilos, je suis super content». Et moi je dis: «Ouais, bah moi 2 kilos, je les perds en une journée en fait. 2 kilos, c'est de la flotte quoi». Donc ça me fait sourire, tu vois? Et quand je leur dis: «Bah moi j'ai perdu 12 kilos et là j'en ai repris 10», ils me regardent avec des yeux ronds: «Mais où est-ce que tu les as remis quoi?» Mais en vrai, enfin voilà, c'est parce qu'ils me voient pas en maillot de bain. Mais Mmh. donc voilà, c'est un processus qui est long la sèche parce que enfin, on peut le faire plus ou moins long, mais moi pour une première sèche, on avait pris quand même un petit peu d'avance, mais peut-être qu'on n'y a pas été assez fort au début, qu'on a laissé,
pas qu'on a laissé passer le temps, mais voilà, qu'on a démarré de trop haut. Peut-être qu'il aurait fallu resserrer la vis un petit peu plus tôt. Le fait est que je perdais du poids, hein. Chaque semaine, je perdais du poids, mais OK. peut-être que j'ai démarré d'un petit peu haut et qu'à la fin, en fait, on a été un petit peu pris, enfin voilà, il fallait un petit peu accélérer le processus. Enfin bref, je vais y revenir. OK. Mais voilà, au début, pour moi, c'était vraiment normal, en fait. J'étais très focus, mes suivis se passaient très bien, j'avais de l'énergie et même je pense que le fait d'avoir perdu un peu de poids, ça m'a remis de l'énergie. Le seul truc qui a été très vite perturbé pour moi, c'est mon sommeil parce que je suis très sensible, au niveau du sommeil et en fait, le fait de perturber, un petit peu les apports alimentaires, ça peut avoir des incidences hormonales. Donc voilà, je vais pas en parler en détail, mais moi j'ai quelques soucis hormonaux OK. et il y a eu un impact, sur mon sommeil très rapidement, donc je ne dormais plus dès le début de ma préparation, ce qui a été très, 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 compliqué à gérer en termes de fatigue Ouais. et en termes aussi, bah, de stress en fait, de stress sur, ouais, sur les émotions, mais aussi en termes, bah, voilà, physiologiques. Mmh. Heureusement, c'est rentré dans l'ordre quand même, à un moment et puis ça s'est redégradé, mais en fin de préparation. Donc je dirais quand OK. même que les 3/4 de ma préparation se sont, relativement bien passés et en fait, ça a vraiment commencé à se corser. Je pense que c'était en juin. Donc en juin, heu, là, mes apports, ils ont vraiment, mes apports énergétiques, ils ont vraiment, chuté beaucoup. Ouais. Donc c'est là aussi, on a commencé vraiment à voir, qu'il y avait des changements corporels. Moi, je commençais à voir, mes adducteurs, je commençais à être plus dessinée, à voir vraiment mon dos se strier et donc voilà, c'est là que le gros, en fait, c'est là qu'on rentre vraiment en sèche. En fait, ce Mmh. que j'avais fait au début, c'était comme un pré-régime, on va dire et le Ouais. gros du travail a été fait de juin à septembre. Alors, voilà, c'est pour ça que peut-être il aurait fallu resserrer un petit peu plus tôt ou démarrer un petit peu plus fort avant pour qu'à la fin, ce soit pas trop dans le stress. Ce qui fait qu'à 1, 2 semaines de ma première compétition, j'étais très stressée. J'avais l'impression en fait, je me regardais dans le miroir et je me disais: «Bah, je suis pas sèche, en fait. Je suis pas sèche» et ça m'induisait un stress parce que, voilà, le but, d'une prépa, c'est d'être sèche et Mmh. ensuite, c'était mon premier test, donc comment savoir? On peut pas savoir à Ouais. l'avance. Hem, Mon préparateur, il a fait, du mieux qu'il a pu avec, ce qu'il avait, hein. Moi, j'ai fait, tout comme il fallait pour, bah, suivre ce qu'il me recommandait de faire. Ensuite, voilà, Mmh. un 1er test, c'est un premier test et puis voilà, j'avais Mmh. pas non plus un niveau de masse musculaire, incroyable donc mon corps répondait comme il répondait et puis voilà. Et à la Ouais. fin, j'étais vraiment très fatiguée, c'est vrai et bon, bah, pour les suivis, il n'y a pas eu d'incidence spécifiquement parce que pour moi, le travail, c'est primordial. Mes suivis, Mmh. c'est quelque chose, d'hyper important. Par contre, j'étais hyper irritable. J'étais hyper Fallait pas être irritable. autour de toi? Bah, en fait, Mais ça se voilà, comprend en je même temps, hein. c'est on pouvait par exemple, parfois à l'entraînement, au Super Physique Gym, on me disait: «Bah, alors, comment ça se passe ta préparation?» Je me mettais à pleurer parce que OK, OK, parce que OK. j'étais fatiguée et parce que j'étais pas contente de moi, en fait. J'étais enfin, entre guillemets. Maintenant, je suis très fière de moi avec du recul. Mais sur le coup, j'étais pas contente de moi. Ou parfois, j'allais marcher, je pleurais pendant ma marche, pendant que Oh j'étais dans merde. l'échange, je pleurais, mais parce que j'étais fatiguée, en fait. Ouais. C'était Tu même pas relâchais. ouais, c'était pas que j'étais triste ou quoi, c'était ouais, j'étais vraiment crevée et donc quand tu es fatiguée aussi, tu as des enfin, tu as une vision déformée de toi-même et puis oui, Oui. ça, c'est un truc qu'il faut dire, de manière générale dans la musculation, dans le bodybuilding et encore plus en sèche, tu as ouais, tu as une vision vraiment déformée de toi-même. Là, maintenant, je regarde mes photos parce que j'ai plein de photos de check-in parce que les check-in sont très réguliers et Mmh. et ouais, en fait, bon, bah, oui, je suis pas la plus musclée, mais je suis très bien. Je suis plutôt lean, voilà et en fait, moi, sur le moment, tout ce que je voyais, c'était, mon gras qui persistait alors que j'étais pas grasse, quoi. J'étais pas non plus, Mmh. j'étais pas hyper sèche, hein.
mais j'étais pas grasse. J'étais pas grasse et donc voilà, c'est vraiment quelque chose, la déformation qu'on a de soi, c'est quelque chose qui peut être vraiment exacerbé quand tu es en sèche, quand tu es fatigué et que tu es aussi dans ce milieu-là qui qui te pousse à te comparer. Donc ça, c'est un truc qui peut être très triggered pour certaines personnes et je pense que ça l'a été pour moi. Maintenant, j'ai quand même, pris pas mal de recul dessus. Le fait d'avoir fait tout ça, ça m'a permis de comprendre aussi certaines choses. Si je le refais, je pense Mmh. que je serais pas dans la même optique, enfin, pas dans la même optique, en tout cas que j'aurais plus de bagages pour affronter un petit peu ça Ouais. et voilà et en fait, ouais, j'étais très fatiguée sur la fin, j'avais très hâte et de le Mmh. faire, mais en fait, je voyais bien que j'étais pas à niveau, en fait. Je me comparais, je voyais mes concurrentes et je me disais: «Ouais, c'est foutu pour moi, quoi. Donc, C'est foutu pour moi». ça a pas été, si facile que ça, de ce que j'en entends, en tout cas pendant une période donnée et malgré tout, tu continues. Ouais. Hem, Est-ce que tu es maso, June? Non! Non, mais par contre, je sais pas, en fait, c'est comme, un sentiment d'inachevé, en fait. Le fait, de m'être présentée sur scène, j'étais fière de mon parcours. J'étais fière de mon parcours. Je suis fière de tout ce que je suis fière de ce que j'ai amené sur scène parce que c'est moi, en fait. Peut-être que j'aurais pu faire mieux, mais peut-être que j'aurais pu faire moins bien aussi. Donc là, maintenant, voilà, je me dis: «OK, tu as amené ce que tu pouvais, le mieux que tu as pu avec, l'expérience que tu avais, jusqu'ici». Maintenant, c'est sûr que quand, je me comparais à mes, disons les filles qui étaient compétitrices aussi sur le même plateau que moi, bah, je me disais: «J'ai encore du travail, quoi» et c'est inspirant. En un sens, c'est inspirant parce que tu as même des filles qui sont entre guillemets «pas débutantes», mais qui ont peut-être, un peu moins d'années que moi en musculation, qui sont, bah, peut-être qui ont un meilleur potentiel ou une meilleure génétique ou plus de travail, va savoir. Qui ont un Mmh. meilleur physique et moi ça m'inspire. C'est pas que ça va me frustrer, ça va pas me frustrer en fait parce que la vie elle est comme ça, hein. De toute façon, on n'est jamais aussi bon que son voisin et l'herbe elle est toujours, plus verte ailleurs. Mais déjà si on Mmh. regarde sa pelouse, bah, on peut, on quelle expression bizarre! Mais voilà, on peut faire, fleurir des choses, chez soi et pour moi, bah, c'est comme si j'avais présenté, des bourgeons, mais j'ai envie de montrer un bouquet plus abouti, en fait, de montrer Mmh. des fleurs et voilà et une belle composition et je sais que cette composition, elle va venir, avec les années, avec l'expérience et donc voilà, même si le processus, il a été difficile, je sais aussi que la première sèche, c'est toujours la plus enfin, de manière générale, c'est toujours difficile, en fait. Parce que je pense que c'est comme un combat ou que c'est comme toutes les autres compétitions. La première fois, c'est toujours compliqué, mais ensuite on acquiert l'expérience et après c'est un peu plus simple parce que, bah, justement, on a tout le recul qu'il faut pour savoir comment le corps réagit, comment le Mmh. corps fonctionne et comment on va pouvoir, améliorer toute cette phase de préparation. Ouais, carrément. Ce qui ressort de tout ce que tu dis là comme qualité, c'est vraiment la persévérance que je perçois Ouais. et je pense qu'effectivement, les gens ne se rendent pas compte, les non pratiquants, mais la musculation, s'il y a bien un truc qu'il faut avoir, c'est vraiment la persévérance parce que comme on l'a dit depuis le début, vous allez pas avoir des épaules en noix de coco qui vont pousser, en 2 Si jours, seulement. ni 6 mois d'ailleurs. Ouais, si seulement, ouais. Mais justement, je pense que si c'était le cas, je pense que nous 2, par exemple, mais plein d'autres pratiquants, on n'aimerait pas s'entraîner. Parce que c'est vraiment le côté, long terme et répétition et construire, petit à petit. Je pense que c'est vraiment ça dans la musculation qui est épanouissant. Je pense que si au bout d'1 mois, on serait tous tankés,
Ouais. En tout cas, nous 2, je pense, et d'autres pratiquants, ça nous intéresserait plus, Bah, en c'est fait. ça et Il y puis aurait pas le même côté, tu sais, Dragon Ball Z où faut s'entraîner comme des oufs voilà, et tout, il y aurait pas exactement, ce plaisir, en fait. c'est exactement ça et en fait, je pense que dans tout ce que j'ai fait et dans tout ce que je fais, il y a un peu cette recherche, du long terme. Même Mmh. quand je faisais du crossfit, moi, j'avais un petit peu les étoiles dans les yeux et je me disais: «Ouais, je vais faire des compétitions, tout ça» et d'ailleurs, j'en ai fait, mais c'était catastrophique parce que j'avais un niveau, merdique, hein, il faut dire ce qui est. Et tu as fait au Mais moins, tu as fait? j'ai testé et en fait, j'avais quand même toujours cette vision sur le long terme, même quand je faisais de l'haltéro et OK, bah, j'ai changé de discipline parce que peut-être que c'était pas ce qui me convenait, peut-être qu'un jour j'y reviendrai, peut-être pas, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, j'ai toujours eu cette vision de Mmh. processus, de cheminement et heu et c'est ce que j'essaie, je pense, de transmettre à mes élèves. C'est de leur faire comprendre que c'est tout un processus, en fait et qu'il faut pas non plus trop attendre, espérer des résultats rapides et ça peut venir rapidement, mais qu'il faut comprendre que c'est pas en un mois qu'on va avoir des changements incroyables, surtout quand on part de rien. Moi, j'ai des élèves qui au bout de 2 semaines me disent: «Je ne comprends pas, mon poids ne bouge pas». Mais je dis: «Mais en fait, on cherche même pas à le faire bouger là, ton poids, on cherche pas ça. D'abord, on Mmh. cherche à intégrer, la musculation, on cherche à restructurer ton alimentation, ensuite on verra pour le poids». Mais, Mmh. le si ça se trouve le enfin voilà, pour une même composition corporelle, comme je t'ai dit, on peut avoir 2 physiques complètement différents. Donc, ne te concentre pas sur le poids, mais concentre-toi plutôt sur, bah, ce que tu fais à l'entraînement, ce que tu mets dans ton assiette, ton sommeil, ton hygiène de vie et tu verras que tout va bien se passer, quoi. Et n'attends pas les résultats dès demain, mais dans un an, tu pourras regarder en arrière et te dire: «Ah! Ah, j'ai fait tout ça déjà? Eh ben super, eh ben on continue». Ou alors on va sur autre chose, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment sur le long terme qu'on va pouvoir voir, bah, tout le chemin qui a été parcouru, quoi. Complètement, et c'est ce qui fait vraiment la richesse de cette pratique à mon sens. Alors du coup, tu as parlé un peu du rapport avec ton corps en tant que Mmh. pratiquante et compétitrice. Heu, Ça t'évoque quoi ça? Voilà, la musculation, le bodybuilding et le rapport au corps? Qu'est-ce que Mmh. ça t'évoque, tout ça, de ton Bah, expérience et de ce que tu vois? je pense que le rapport au corps, c'est quelque chose d'assez complexe, dans le sens où, bah, moi, je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes, j'ai eu beaucoup de mal avec mon corps et j'ai été très dure avec moi-même et je pense que je suis pas la seule. Je pense que beaucoup de personnes qui se mettent à la musculation et même beaucoup de personnes qui sont en dehors de la musculation sont très exigeantes avec leur corps et très dures avec elles-mêmes, parfois même avec des discours, rabaissants ou des discours, voilà, par exemple, «Ah, t'es trop moche, t'es trop grosse, t'es trop gros, gros sac, de» bon bref, bip. Donc enfin Tu peux y voilà, aller, tu peux y aller. voilà, je pense, pour l'avoir vécu, qu'on peut avoir, un discours très dur avec soi-même et avoir des difficultés à se bah, voilà, à s'estimer et à s'apprécier tel que l'on est. Mais je pense que c'est quelque chose vraiment qui a travaillé. En tout cas, moi, je sais que je l'ai beaucoup travaillé, pas que à travers la musculation, mais vraiment à travers, bah, comment dire? Pas du développement personnel, mais en tout cas, oui, c'est quelque chose, que j'ai travaillé, que j'ai cherché à comprendre. Pourquoi je me rabaisse comme ça? Comment je peux faire pour améliorer l'image que j'ai de moi-même? Comment je peux voir mon corps autrement qu'une simple enveloppe physique? Parce que oui, c'est super d'avoir, une belle enveloppe physique, mais encore une fois, pour preuve, quand j'ai perdu, 12 kilogrammes, que j'étais sèche, je me trouvais toujours pas assez bien. Donc qu'est-ce qui Mmh. fait qu'on ne se trouve jamais assez? Et en fait, c'est ça, c'est sortir du «tu n'es jamais assez». C'est: «Bah non, là, tu es bien tel que tu es». Ton corps, il te permet de faire des choses et donc c'est ramener un petit peu son corps à sa fonction. Donc notre corps, il nous permet déjà, de respirer, de vivre, de manger.
d'avoir des moments sociaux, de vivre des émotions. Et donc voilà, je pense que ça, c'est un travail que j'avais mis de côté pendant un temps quand j'étais dans ma phase de sèche, tellement j'étais omnibulée en fait Mmh. par mon physique. Il faut dire ce Mmh. qui est, hein, par mon physique, par le développement de mon physique. Mais dès que je suis partie en reverse, donc tout ce qui est post-compétition, qui est une phase Mmh. très compliquée parce qu'en fait, on va reprendre du poids. C'est normal. En fait, on n'est pas dans un état physiologique stable. Donc là, je repesais 52 kilos, mais beaucoup plus musclé qu'il y a 3 ou 4 ans où je pesais 52 kilos et que je m'étais mise à la muscu. Mmh. Et là, on va reprendre du poids. Et en général, donc voilà, hein, quand on a été dans un état de, entre guillemets, de famine presque, enfin où on a tout le temps faim, on se couche avec la faim au ventre, on se réveille, on a faim, on mange, on a encore faim, donc on a tout le temps faim. Et donc après cette période-là, forcément, il y a la porte des tentations qui s'ouvre et forcément, donc on va reprendre du poids et on va se voir grossir. Et c'est nécessaire et c'est normal. Donc il y a plusieurs approches. Il y a des personnes qui vont faire ça très lentement, des personnes qui vont faire ça, qui vont reprendre du poids assez rapidement, puis ensuite restabiliser. Moi, ça a été assez progressif, mais ça c'est quand même, voilà, j'ai pas reperdu du poids. J'ai fait que prendre du poids petit à petit. Mmh. Et c'est normal. Il n'y a pas un moment où tu dis, ok, j'ai pris 2 kilos, bon, je vais en reperdre 4. Non, il faut reprendre Mmh. du poids. Mmh. Et forcément, se voir reprendre du poids par rapport à l'image qu'on a de soi, c'est difficile parce qu'il y a cette reprise de gras et on se dit, désolée, et on se Pas de dit, souci. ça y est, je suis plus. C'est comme une perte d'identité parce qu'on s'identifie en fait à un Ouais. corps qu'on a été pendant 9 mois. Et ce corps-là, c'est aussi des habitudes. Donc l'habitude de poser, l'habitude de faire du cardio, l'habitude de faire des pas. Et tout est une question d'habitude dans la vie. Donc forcément, on perd un petit peu cette bienveillance qu'on a avec soi, mais ça se travaille. Ça se travaille et moi, pour me sortir de ça, de cette exigence que j'avais un petit peu avec moi-même, je me suis beaucoup rattachée à la fonction de mon corps, la fonction de mon corps, enfin la fonction première hein, de vivre, de Mmh. vitalité, du fait aussi que je pouvais avoir beaucoup plus de moments sociaux. Donc j'avais pas perdu mes moments sociaux en sèche, sauf que tu ramènes ton top, tu ramènes ton Tupperware et voilà, tu es un petit peu quand même, voilà, tu regardes les autres manger, tu es là, tu as un peu le seum, mais tu le dis pas. Tu dis non, non, tout va bien, mais c'est parce que j'étais focus, donc moi ça me gênait pas. Mmh. Mais quand même, ça fait du bien de pouvoir profiter de moments simples avec des personnes que tu aimes. Avec des personnes que tu aimes et puis voilà ensuite ça me donnait plus d'énergie pour faire d'autres choses donc pour marcher mais pas marcher parce que ça Ouais. me fait du bien de marcher parce que j'aime pas être sédentaire voilà je suis clouée sur mon bureau même si je me lève que je fais des petits Mmh. trucs de temps en temps là j'allais marcher parce que ça me faisait du bien. Euh, Ouais. voilà donc c'est essayer d'avoir ce rapport bienveillant et du fait que aussi pour être dans un bon état hormonal, dans un bon fonctionnement de notre corps, de notre physiologie interne, eh bien, il faut avoir un petit peu de masse grasse. Donc, il faut avoir un petit peu de masse grasse parce que c'est ça aussi qui va réguler les hormones, réguler notre sensation de satiété, notre humeur, notre sommeil. Donc voilà, je dirais que, que tout ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler et que je cherche aussi à travailler avec mes élèves. Je pense qu'on attire ce qu'on est ou ce qu'on a été. Et donc, moi, j'ai beaucoup d'élèves qui viennent me voir avec ce problème, en fait, d'avoir une mauvaise estime d'eux-mêmes ou de se prendre en photo pour les check-in. Donc, moi, je leur fais prendre plusieurs photos d'eux une fois par Mmh. mois. Et souvent,
au début, ils me disent: «C'est très dur, c'est très difficile de se confronter aux photos» et je leur dis bien: «C'est un point de départ et maintenant tu n'es pas que ton corps et tu vas voir que ça ne peut que s'améliorer». Donc j'essaie aussi de les mettre dans cet état, heu, de bienveillance et dans cet état de progression. De progression et de prendre du recul, de dire: «OK, bah, là, tu te vois comme ça, mais dans quelques mois, tu te verras autrement» et aussi, il faut que ce soit un moteur pour avoir envie de mettre en place des choses positives. Donc Mmh. pas juste pour se dire, «Ah, je suis dégueulasse, je veux changer», mais «OK, aujourd'hui, je suis comme ça. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour améliorer et l'estime que j'ai de moi-même et l'hygiène de vie qui va pouvoir améliorer cette estime que j'ai de moi-même, mais aussi ma composition corporelle» et voilà et en fait, c'est un cercle vertueux et en Ouais. général, bah, voilà, au bout de quelques mois, ils me disent, «Waouh, je suis», enfin, ils regardent les premières photos, ils se disent: «Waouh, c'est Et super, quoi». ouais, complètement. Et du coup, j'ai vu sur ton site que dans tes coachings, justement, tu parles, d'estime de soi et Mmh. de ce que je comprends, du coup, il y a 2 facettes, en fait. Il y a, déjà la première, c'est, la facette, physique où on voit qu'on s'améliore et forcément ça donne une meilleure estime de soi. Mais si je comprends aussi, c'est la deuxième facette, en tout cas toi dans ton expérience, c'est d'arriver à se détacher aussi hem, du regard qu'on a sur son propre corps, du côté purement esthétique et d'essayer de s'en détacher un peu pour que ça soit pas le seul focus et que toute ton expérience de vie, finalement, ne tourne autour de ça. Hem, c'est un peu ça l'idée de ce que je comprends de ce que tu dis, c'est d'arriver aussi à se détacher de ça et je voulais te demander un truc, qu'est-ce que tu penses à l'extrême? Donc il y a l'extrême qui est le de dire, «Je suis trop maigre» ou alors «Je suis voilà, je me trouve pas bien», machin et aujourd'hui, il y a la tendance, tu sais, du body positivisme. Je le redis, je l'ai mal dit, le body posi ouais, il est pas facile à dire. Body positivisme, c'est ça? Ouais, Voilà, le body positive, quoi. voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance? Ah, c'est un triggered parce que enfin, voilà, c'est compliqué de s'exprimer sur ces sujets-là parce que tu sais, après très vite, tu pointé du doigt et t'es «Ah, elle est grossophobe, machin» et c'est je suis pas du Je tout, comprends. voilà. Je En fait, je déteste les conflits. Ça, c'est c'est un truc, j'aime pas les conflits et c'est pour Je ça comprends. aussi que sur Instagram, je suis très diplomate de manière générale et je ne prends pas, toujours ouvertement position sur des sujets parce que, pour moi, tout est à nuancer. Tout est à nuancer et donc il y aura pas, un avis meilleur qu'un autre, enfin voilà, faut prendre du recul et faut essayer un petit peu de nuancer ses propos, même si maintenant, à notre époque, les gens adorent les clashs et les gens adorent les prises de position et OK, Exactement. bah, c'est super, il y a un public pour tout. Moi, je fais pas partie de ça. Moi, je fais pas partie de ça, donc je vais juste donner, mon avis nuancé sur, le body positive et moi, je pense que, qu'on peut tous, enfin faire du body positif à partir du moment où ça respecte notre santé. Heu, voilà, notre santé et quand je parle de santé, c'est la santé globale. Donc c'est la santé physique, physiologique, émotionnelle. Donc voilà, il y a des personnes qui vont être, en peut-être en surpoids, que ce soit de l'obésité ou du surpoids de laisser aller, hein, voilà, ça peut se faire et qui vont complètement assumer ça. Et si elles se sentent bien dans leur corps, eh bien, c'est OK, en fait. Moi, je ne vais pas avoir affaire à ces personnes-là et d'ailleurs, je ne m'adresse pas à ces personnes-là. Mais pour moi, le body positive, c'est plus une enfin, en tout cas, ma définition du body positive, j'en avais parlé avec Rudy aussi, lors du SP podcast, c'est plus accepter là où tu en es aujourd'hui, donc accepter ton corps tel qu'il est, dans son intégrité, mais faire en sorte d'aller vers une version que tu préfères. Donc, par exemple, si tu as un petit peu de poids à perdre,
c'est pas te dire: «Je suis dégueulasse, je vais changer». C'est plutôt se dire: «OK, aujourd'hui, j'ai 5, 10, 15 kilos en trop. Je m'accepte tel que je suis parce que mon corps est tel qu'il est. J'ai fait des actions qui m'ont mené à ça, où je me suis laissée aller, où j'ai été dans un environnement propice, peu importe les raisons. Maintenant, si aujourd'hui je me sens mal, je vais faire en sorte d'aller mieux en fait. Et je vais accepter que ça prenne du temps. Et je vais accepter mon corps qui va m'aider en fait à aller mieux. Je vais pas le flinguer et me rabaisser. Je vais juste faire en sorte de lui prendre la main et de dire ok bah là mon petit corps il va falloir un petit peu se bouger et aller mieux quoi. Mais en tout Mmh. cas voilà je pense que euh, voilà, qu'on soit gros, qu'on soit maigre, le body positif, c'est pour tout le monde et chacun aura sa définition et chacun aura sa version des faits. Pour moi, il y a une pluralité des corps qui est là en fait. On peut pas tous aspirer à être musclé, on peut pas tous aspirer à être tonique, à être mince. Euh, voilà, la diversité des corps, elle est là. Ça dépend aussi de notre patrimoine génétique. Ça va dépendre de notre environnement social. Hein, il faut dire ce qui est. Tout le monde Mmh. n'a pas accès à une bonne qualité nutritionnelle, même si on fait en sorte d'aller au marché. Enfin voilà, tout, tout le monde n'a pas cet environnement-là, ni cette éducation-là. Donc Mmh. l'éducation, elle peut se faire aussi seule. Euh, moi, enfin, ma mère ne m'a jamais mal nourrie, mais quand j'étais enfant et adolescente, euh, je suis l'enfant des pâtes, cordon bleu, petit pain au Nutella, enfin voilà, toute cette bouffe-là, Yes. parce que c'est l'ère industrielle en fait. Ma mère, elle a Ouais. grandi avec ça et elle pensait nous donner des bonnes choses. Ensuite, on mangeait toujours de la viande de très bonne qualité, du boucher, des légumes du marché, etc., etc. Mais il y avait aussi beaucoup d'aliments industriels chez nous, tout simplement parce que j'ai été élevée comme ça. Mmh. Et donc, mon éducation nutritionnelle, je l'ai faite toute seule. Donc, tout le monde y a, tout le monde peut le faire. Encore faut-il avoir la possibilité, avoir cette réflexion-là. Et moi, cette réflexion-là, je ne l'ai eue que lorsque j'ai pris en main ma santé grâce au sport et parce que j'avais envie d'implémenter des changements. Une personne qui ne se questionne pas sur son hygiène de vie, ce qui est possible aussi, ne va pas intégrer forcément de changements et donc ne va pas forcément avoir cette hygiène générale de vie, quoi. Donc Bien voilà sûr. pour. Mais je pense que ce que tu as bien résumé, en fait, c'est que le body positivisme, ça peut être une bonne chose, mais si c'est un Il faut pas que si ce on est soit en une mau si on excuse est en en mau fait. ouais, c'est ça, si on est en mauvaise santé et qu'on prend ça comme un prétexte, heu, Je- pour ne pas se Mm. prendre en main et aller mieux et qu'on se plaint parce qu'on se sent pas en bonne santé, Oui. Alors je voilà, là, pense on est vraiment, je pense quand même qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour de ce terme, tant de bah, la oui. part des personnes qui regardent de l'extérieur que des personnes, mais moins de la part des personnes qui l'utilisent. Je pense pas qu'une personne se dira body positive si elle se sent mal dans sa peau vraiment. Et Mmh. en fait, ça arrive à tout le monde d'avoir des jours où on se sent moins bien. Même moi qui dis, enfin, déjà, je ne dis pas du tout que je suis body positive, mais je suis dans l'acceptation de mon corps. En tout cas, j'essaie. Mais forcément, on a tous des jours où on va se réveiller du pied gauche et on va se regarder dans le miroir et on va se dire, bah, je me sens pas beau ou belle, ou je me sens pas bien, je me sens fatiguée, je me sens rabougrie, je me sens pleine de flotte ou plein de flotte. Mais en fait, c'est pas grave. C'est Mmh. le corps, il est fait pour changer et le corps, il va déjà tout au long de la journée, il va pas être pareil le matin à jeun que le soir après avoir avalé 3 ou 4 repas. Mmh. Donc je pense c'est aussi ça l'incompréhension qu'il y a autour du body positive, c'est que euh, les personnes qui sont entre guillemets contre le body positive disent que c'est une excuse et les personnes qui sont pour peut-être n'arrivent pas à expliquer correctement pourquoi elles sont body positive. Enfin voilà, je Mmh. connais pas spécifiquement de personnes qui se prônent body positive. Je ne suis pas sur les réseaux sociaux ce genre de personnes, je dois avouer. Moi non plus. Donc, voilà, j'ai pas envie de parler de quelque chose, d'un mouvement
que je ne connais pas spécifiquement et dans lequel je Tout ne me à fait. reconnais pas, mais voilà, j'en parle de mon point de vue plutôt extérieur et de Mmh. ma vision de ce que ça peut englober et et comment, en tout cas, l'intégrer à sa vie d'une manière, bah, qui pourra améliorer la perception qu'on a de soi-même et l'estime qu'on a de soi, sans pour autant se cacher, derrière des excuses. Parce qu'effectivement, si mes élèves m'écoutent si mes élèves m'écoutent, c'est pas pour autant qu'ils doivent se dire: «Ouais, je vais terminer la tablette de chocolat parce que, body positive, je m'aime, tel que je suis». Non, c'est pas comme ça, quoi. Ouais, bah, ouais, complètement, complètement. Non, mais je voulais juste avoir, voilà, ton avis extérieur sur le truc. Hem, l'image des femmes, et Mmh. surtout dans le fitness, sur les réseaux sociaux et le sujet des réseaux sociaux en général, qu'est-ce que ça t'évoque? Bah, beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais, en fait, maintenant on trouve de tout, hein, sur les réseaux sociaux, surtout que ça s'est vachement démocratisé, chez les plus jeunes, Mmh. mais aussi chez les personnes, d'un âge, plus avancé. Enfin enfin voilà, chez tout le monde, hein. On trouve maintenant des personnes entre 15 et même plus de 60 ans sur les réseaux sociaux, Mmh. donc voilà, l'image de la femme, bah, j'ai envie de dire, c'est un peu triggered, en fait. On va les femmes ont tendance à beaucoup plus se comparer que les hommes, je crois. Je suis pas un homme, donc je pourrais pas dire, mais je crois qu'un homme, lorsqu'il regarde les réseaux sociaux, il va pas forcément se dire: «Waouh, je veux absolument sa tablette de chocolat, je veux absolument ses épaules». Je pense qu'une femme qui regarde les réseaux sociaux, elle va avoir tendance à beaucoup se comparer et se comparer et peut-être se rabaisser et se sentir pas assez bien, se sentir pas à la hauteur, alors qu'on sait maintenant que voilà, les photos de nos influenceurs et influenceuses préférés, c'est des mises en scène, c'est des lumières, c'est parfois des régimes. Heu, j'ai envie de dire même moi, quand je mets, enfin là j'ai de très belles photos d'un shooting que j'ai fait un petit peu après, la fin de ma sèche, donc j'avais déjà repris du poids, j'avais repris déjà, 4 kilogrammes, mais il y avait des lumières spécifiques, il y a eu une mise en beauté, enfin voilà, des cheveux, machin. Puis voilà, il y a des jeux de lumière qui font des photos très belles. Mais c'est pas comme ça que je suis tout le temps. Et puis j'ai repris du poids encore depuis. Et en fait, je pense que les femmes, elles ont tendance à oublier ça, que c'est des mises en scène, que c'est des mises en scène que parfois même pour les photos les plus insidieuses, c'est des retouches, de l'affinement de la taille, grossir les fesses, galber la cuisse, plein de choses comme ça. Et voilà, je pense que c'est à prendre avec parcimonie. Euh, Ça peut inspirer. Maintenant, il y a aussi tout ce côté très éducatif qui, sur certains comptes, est très bien fait, que ce soit des comptes même parfois d'influenceuses que je ne suis pas spécifiquement. Mais voilà, pour ne pas en nommer, bah, maintenant, il y a du contenu très diversifié, que ce soit rapport à l'entraînement, à l'éducation nutritionnelle, voilà. Il peut avoir des choses dites qui sont n'importe quoi, mais en fait, Mmh. c'est comme tout, hein, c'est comme tout et puis voilà, maintenant, on est tellement bombardé de contenu, c'est difficile Ouais. aussi de s'en sortir. Donc je pense qu'il faut voilà, il faut un petit peu mesurer, les choses sur Instagram, mesurer ce qu'on voit, encore une fois, prendre avec de la nuance. Que ce soit des personnes qui mettent des posts avec des appuis d'études scientifiques et qui disent: «Oui, moi j'ai raison parce que j'ai lu telle étude scientifique». Ça, c'est hyper à la mode en ce moment. Et OK, bah, d'accord, tu as vu les études scientifiques, mais les études scientifiques, elles se renouvellent, en fait. Elles se renouvellent, dans 10 ans, peut-être qu'on dira autre chose. Voilà, donc est-ce que je sais pas, enfin, voilà, moi, je suis pas du tout contre la science. Attention, je suis pas contre la science, mais pour moi, voilà, parfois, la science, elle dit des choses et dans la pratique, bah, peut-être ça peut être différent pour certaines personnes. On dit: «Non, Mmh. mais cette étude, elle a été menée sur tant de personnes». Oui, mais chaque personne est différente, en fait. Donc
Donc bon, bref, voilà, pour dire un peu par rapport aux réseaux sociaux, je pense que mm, les femmes ont tendance à plus se comparer, mais, euh, mais que ça peut être aussi un moteur de progression, un moteur d'amélioration, et que malgré tout, voilà, je pense que il faut faire le tri dans les comptes qu'on suit. Voilà, ça c'est un truc, un conseil que je pourrais donner. Moi, je fais souvent le tri des personnes que je suis sur Instagram. Déjà, je suis quelques amis, je suis des élèves, et puis je suis beaucoup de comptes anglo-saxons, enfin oui, anglo-saxons sur les sciences de l'entraînement, tout ça. Puis je suis aussi des personnes que j'admire, qui m'inspirent, et mais parfois qui ne sont pas forcément naturelles. Et quand je sens que Mmh. que ça y est, ça me trigger, en fait, que ça touche à un truc en moi qui me rabaisse, en fait, qui me rabaisse, et ben je me dis, ah bah, il faut que j'arrête de la suivre. Il faut que j'arrête de la suivre ou de le suivre. Pareil, tu sais, les trucs de motivation et tout, c'est super, mais parfois ça va te faire culpabiliser. Bon, ensuite, il y a la demi-mesure, hein. Il y a la culpabilité de, par exemple, un jour de repos qui est acté comme être un jour de repos, où tu vois des contenus motivation et tu te dis, ah purée, qu'est-ce que je fais à me reposer, il faut que j'aille m'entraîner. Non, non, là c'est ton jour de repos, repose-toi, c'est important. Donc voilà, il y a ça à mesurer. Mais en tout cas, j'aime bien faire le tri assez régulièrement, donc une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Et quand je sens que je ne suis plus alignée avec ce que véhicule la personne, eh ben je m'en vais, en fait. On n'est pas obligé de s'imposer du contenu. Et je pense que pour être plus aligné avec soi-même et plus sain plus sain, plus serein dans son quotidien, c'est important aussi de choisir ce qu'on regarde. Et comme on est exposé très régulièrement aux réseaux sociaux, on va pas se mentir, hein, eh ben, choisissez bien qui vous regardez. C'est hyper important. Je pense que c'est un très bon conseil et ce que je retiens de ce que tu as dit là, il y a 2 choses. C'est, que les réseaux sociaux qui nous bombardent, de plein d'infos peuvent nous faire, perdre, le discernement qu'on est Mmh. censé avoir pour tirer le vrai du faux et puis savoir que tout est contextuel, comme tu l'as dit, quand tu vois, des influenceurs ou des influenceuses, ultra tankés ou quoi, ou alors peu importe, même si on parle pas de physique, faut se rappeler que c'est que 1 de leur vie, de ce que vous voyez en photo C'est et ça? c'est souvent voilà, c'est souvent des mises en scène et hem et je sais plus ce que je voulais dire, mais en gros, oui, c'est ça, quoi. Et oui et aussi qu'on a le choix, en fait, Mmh. de suivre ou pas des personnes et donc c'est à nous, en fait, de prendre les rênes et de dire: «Bah, lui, je veux le suivre, lui, je veux pas le suivre», Mmh. hein, tout simplement. Ouais, carrément. Heu, Super cool. Alors, je voulais parler du métier de coach, Ouais. parce qu'on a parlé de muscu, on a parlé de compétition en muscu, bodybuilding et on n'a pas encore trop parlé du métier de coach. Hem Alors, je vais te poser une question, spécifique et puis, si tu as envie de parler aussi du métier en général, fais-toi plaisir. Mais, en 2023 là, on entend vraiment tout sur le métier de coach. Moi, je suis très curieux, je me suis renseigné sur le sujet. Hem, j'ai l'impression que d'un côté, on entend: «Il y a un manque de coach énorme, venez», dans les formations, ils te le vendent comme ça: «Ouais, il y a pas assez de coach, c'est vraiment un métier d'avenir, Heu, vous serez Ah sûr d'avoir ouais? un job et cetera et cetera. C'est Oh là vendu là. comme ça, hein, dans les formations BPJEPS et tout et de l'autre côté, on entend mais non, c'est la je te donne les 2 extrêmes, hein, exprès Ah et bah de non, l'autre c'est côté, la on merde. entend, ouais, voilà, c'est la merde, ne fais surtout pas coach, tu vas galérer, machin. Ouais, Toi, de OK. ton expérience et de l'expérience de ton entourage peut-être, qui a ce métier, Mmh. qu'est-ce que tu en dis de ça? Non, encore une fois, je pense qu'il y a de la demi-mesure. Donc, Ouais. moi, c'est sûr que déjà, je pense que le métier de coach, c'est un métier passion, hein. C'est un métier passion parce que c'est pas forcément un métier où tu vas très bien gagner ta vie, surtout au début. Surtout au début. Avant, le métier de coach, c'était un métier d'expérience. C'était un métier d'expérience. Voilà, les formations, elles étaient beaucoup plus difficiles que ce qu'elles sont aujourd'hui. Et le BPJEPS, bah, c'est une formation qui
ça me nuise en termes de contenu et d'exigence. Donc voilà, moi j'ai passé le BPJEPS, déjà c'était facile, entre guillemets, parce que déjà, voilà, c'était plus le BE à Cumèze, donc c'est déjà plus facile. Ensuite, moi, c'était l'année où c'était passé sur haltéro et musculation, donc il y avait quand même plus, plus de notions d'haltérophilie, ce qui était super. Mais voilà, à l'issue du BPJEPS, déjà, on ne te forme pas vraiment à trouver un emploi ou construire ta clientèle. Tout ça, tu te démerdes en fait. Soit tu Mmh. arrives à faire quelque chose avec la structure avec laquelle tu es en stage, soit bah, démerde-toi pour aller poser des CV et voilà quoi. Mmh. Ou alors monter ton entreprise. Donc déjà, ça, il n'y a pas du tout d'apprentissage là-dessus. Ensuite, je dirais pas que c'est... Enfin, voilà, je pense pas... C'est pas facile de trouver, de trouver après, de trouver un emploi ou en tout cas... Enfin, Mmh. tu as l'emploi de coach sportif, mais c'est pas facile de trouver tes premiers clients. Voilà, d'avoir l'acquisition de tes premiers clients. Soit tu vas aller dans une structure et dans ce cas-là, tu es salarié et bon, bah, tu es en général quand on est dans une structure, si c'est une salle lambda, bah il va avoir tout ce qui est des cours collectifs. Donc si tu aimes ça, bah c'est super. Hein. Et pour les personnes qui sont plus orientées CrossFit, bah tu passes ton level 1 forcément. Et ensuite, tu vas proposer tes services dans une salle de CrossFit, voilà, etc., etc. Ensuite, il y a toutes les petites formations qu'on peut faire à côté. Moi, par exemple, j'ai fait des formations de pilates, ce qui m'a permis bah, voilà, de donner aussi des cours de pilates pour des entreprises, des choses comme ça. Et par exemple, ce que j'ai fait, donc au début, moi, j'ai travaillé avec la structure dans laquelle je faisais mon stage. Puis petit à petit aussi, j'ai acquis des clients privés. J'ai proposé mes services à différentes salles de sport. Donc au début, c'est pour ça que je me déplaçais beaucoup. Et j'ai trouvé aussi ma première salle de CrossFit juste après mon voyage en Indonésie. Donc j'avais fait un petit break. Puis ensuite, OK. voilà, j'ai travaillé dans une salle de CrossFit. Au début, je donnais peu de cours. Et puis petit à petit, mes heures ont augmenté. Et pendant la pandémie, c'est là que j'ai commencé à faire mon coaching online. OK. C'est à partir de là que j'ai commencé à développer ma clientèle. Donc au début, j'avais 3 personnes. Hein. J'avais 3 personnes et maintenant, j'en ai 30. Donc ça se fait. Mais voilà, ça fait... C'était quand? C'était 2020? On est en 2023. Voilà, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans que je travaille à ça et c'est énormément de travail en fait. Et c'est tout. Tu dois tout faire seul. C'est-à-dire que tu dois faire la communication, tu dois être ta comptable, tu dois être la coach, tu dois être aussi le webmaster, le CEO, enfin voilà, tu dois tout faire, tu dois tout faire. Et c'est quelque chose de très énergivore. Donc, je Mmh. pense que c'est pas pour tout le monde. L'entrepreneuriat, de manière générale, c'est pas pour tout le monde. Moi, je sais que j'ai jamais aimé être salarié, donc enfin, j'ai jamais aimé être salarié. Même quand je faisais mes prestations dans des clubs, j'étais à mon compte. J'étais à mon compte, donc voilà, je faisais des prestations. J'avais quelques prestations fixes, mais voilà, j'avais pas envie d'être salarié parce que parce que c'est comme ça. Voilà, j'avais pas envie Ouais. que je crois que à part quand je faisais des petits jobs étudiants, j'ai jamais été salariée. C'est des contraintes, hein, c'est des contraintes et c'est parfois aussi euh, des insécurités financières, des insécurités d'avenir peut-être, mais c'est aussi très enrichissant et je pense en fait qu'il y a du travail pour toute personne qui aspire à aider en fait. Et je Mmh. pense aussi qu'il y a un coach pour tout le monde. Il y a un coach pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont se reconnaître en mon travail, en ce que je véhicule, et puis d'autres qui vont pas du tout se reconnaître et qui vont dire ah non, c'est pas du tout une coach pour moi. Moi j'ai besoin d'un coach bodybuilding ou j'ai besoin Mmh. d'un coach vraiment axé sur les hormones. Enfin voilà, des choses comme Mmh. ça. Donc il y a des spécialités pour tous. Maintenant, pour tirer un petit peu son épingle du jeu, aujourd'hui, je pense qu'il faut soit être
avoir certaines spécialités. Donc, par exemple, spécialité hormonale ou spécialité, je sais pas, troubles digestifs ou alors spécialité prise de masse. Enfin voilà, c'est très global. Ou Mmh. alors, ou alors avoir une approche basée sur ton expérience peut-être. Donc, moi, je pense que ce qui attire les personnes à moi, c'est plus mon expérience et la qualité de mes suivis. Le fait que l'humain soit, enfin l'humain, que l'échange soit vraiment au centre de mes suivis. Ce Mmh. qui fait que dans mes suivis, j'ai deux formes de suivi, le suivi premium et le suivi light. La majorité de mes élèves sont en suivi premium. Il y a des échanges réguliers, il y a des visios de manière mensuelle, des échanges hebdomadaires, des échanges via WhatsApp, la correction des exercices hyper régulière. Enfin voilà, ils peuvent me contacter quand ils veulent. Ensuite, je réponds pas du tac au tac tout le temps, hein. Parfois, je mets 24 heures à répondre. Mmh. Mais en tout cas, je réponds. Je réponds avant une semaine. La correction est très régulière, elle est poussée. Si vraiment il y a des problèmes, bah, on s'appelle. Enfin voilà, on fait le point. Voilà, il y a vraiment tout ça qui est mis en place. Mmh. Et, euh, et donc voilà, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais que parfois il faut un petit peu, pas faire des coudes, mais voilà, il faut essayer de proposer un contenu en tout cas de qualité Ouais. ou un suivi qualitatif si on ne propose pas du contenu de qualité. Et surtout, si on veut percer, entre guillemets, ou en tout cas, si on veut se faire une place online, il faut soit avoir un très bon bouche à oreille, soit avoir un très bon réseau, de très bons réseaux, ou alors se faire connaître parce que vraiment on a une spécialité. Tu as des Mmh. personnes qui ont peu de followers sur Instagram, mais qui vont pas avoir besoin en fait de faire de la communication parce que justement les personnes vont venir les voir pour une compétence spécifique. Par exemple, toi Axel, je sais, Axel, toi Alex, pardon, toi Yes. Alex, je sais que tu prépares très bien les athlètes pour les sports de combat. Je vais venir te voir pour les sports de combat, tu vois, par Mmh. exemple. Toi June, je sais que tu prépares très bien de manière générale, tu es à l'écoute de tes élèves, tu corriges bien les débutants. Moi, mon cœur de métier, de coach sportif, c'est les débutants. La majorité de mes personnes sont des débutants, des personnes qui sont en suivi avec moi et évoluent avec moi. Donc j'ai des personnes qui commencent le développé couché à 50 kilos et qui, après un an, font 100 kilos. Pas tous. Parfois, il y en a, ils arrivent à 80 kilos, voilà. Mais en tout cas, ils progressent avec moi. Et donc, Mmh. mon but, c'est de les faire progresser en musculation et surtout, surtout les aspects de la vie qui englobent la musculation. Yes. Et Voilà. le j'ai l'impression qu'il y a une tendance quand même, c'est que, tu vas me dire si je me trompe, que, les coachs sportifs qui commencent dans des salles, vite fait en ont marre et ne s'épanouissent pas. Est-ce que c'est et du coup se mettent à leur compte? Est-ce que tu as remarqué cette tendance-là aussi ou pas? Bah, je suis pas trop dans les salles. Enfin, je suis Mmh. dans les salles, mais alors, je connais quelques coachs. Comme je m'entraîne dans plusieurs salles. Donc, Mmh. je m'entraîne dans une salle qui est assez familiale. Donc, il y a des coachs qui font des cours de collectif et qui font du coaching en one-to-one. Mmh. Écoute, je discute un petit peu avec eux, mais pas assez pour savoir s'ils en ont marre ou si ça fait. Enfin, je sais qu'ils font pour la plupart ça depuis quand même quelques années. Donc voilà, ils sont pas non plus tout jeunes dans le métier. OK. OK, OK. Mais je pense que ça dépend vraiment des gens. Ensuite, si certaines personnes en ont marre, je pense que c'est aussi bah, à elles soit d'intégrer soit de se renouveler, de diversifier leur activité, peut-être de Mmh. faire moins de temps en salle et plus online. Mais faut savoir que le coaching online, c'est hyper redondant aussi, hein. Enfin, moi, même si je fais, bah, heureusement que j'ai quand même des coachings aussi à domicile en entreprise, que j'ai maintenant le podcast et que enfin, Je je voulais lis. te Ouais. Justement à ce sujet, excuse-moi de te couper, mais je voulais te demander, est-ce que tu penses que si tu faisais que
du coaching online, même si, ça a un côté épanouissant malgré tout. Est-ce que tu penses que si tu faisais que ça et que tu aurais jamais de coaching en physique, même si on a compris que majoritairement c'était, du online que tu faisais, est-ce que Ouais. tu penses qu'il te manquerait quelque chose ou pas? Bah oui. Pour OK. répondre très rapidement, mais en fait, maintenant, franchement, 90 de mon activité, c'est online. Mmh. Ensuite, pour moi, les 10 ils sont hyper importants. Donc pour être très précise, j'ai, 4 clients en présentiel, 4 clients privés en présentiel et un groupe, en entreprise. Donc ça me fait, 5 créneaux, par semaine. Mmh. Pour moi, ces créneaux-là, ils sont super importants parce que déjà, les personnes que j'ai en présentiel, c'est des personnes que j'ai depuis longtemps, donc depuis plus d'un an. Et que pour moi, c'est plus que des clients, en fait. C'est plus que des clients, ils contribuent à mon équilibre de vie, en fait. J'aime aller Mmh. les voir, j'aime les entraîner, enfin voilà, j'aime échanger avec eux. Pareil pour ceux que j'ai en entreprise, c'est une entreprise avec qui je travaille depuis 3 ans. Donc c'est pareil en fait. Ils me connaissent très bien, ils ont évolué avec moi. J'aime aller les voir tous les vendredis soirs et ça fait partie de mon équilibre. Le coaching Mmh. online, c'est quelque chose d'hyper redondant. On est derrière son ordi. Euh, En plus, surtout quand on a des débutants, bah, c'est toujours les mêmes choses à corriger. C'est les mêmes erreurs qui sont faites. Enfin voilà, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave parce que quand même j'arrive à trouver de la diversité parce que ce ne sont pas les mêmes personnalités. Donc Mmh. c'est un langage qui est adapté, c'est des objectifs qui sont différents, c'est des métabolismes qui sont différents. Donc voilà, mais dans la manière de faire, bah oui, c'est redondant. T'es derrière ton ordi, tu corriges, t'envoies. Moi, j'envoie des vidéos où je présente le bilan et où j'explique un petit peu ce qui est changé, ce qui va être changé, etc. Ce qui est le plus, disons, intéressant, c'est les échanges visio. Parce que là, on échange en direct, tout ça, tout ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, j'adore ce que je fais. Est-ce que je ferai ça toute ma vie? Je ne sais pas. Est-ce que je vais évoluer? Est-ce que je vais avoir envie de retourner en salle? Des fois, je me pose la question. Voilà, je sais pas trop. Pour l'instant, je suis très contente quand même de l'évolution de mes services online. Je suis très contente des suivis que je propose. J'ai encore envie de les améliorer. J'ai encore envie d'avoir encore plus d'élèves. Donc là, j'en ai une trentaine. J'aimerais bien en avoir 40 ou 50. Donc voilà, j'aspire vraiment à propager, propager le bien-être à travers la musculation. Donc voilà, pour moi, c'est une aventure qui débute, 3 ans. Et Mmh. combien de temps elle va durer, je sais pas. Et comment ça va tourner, je sais pas non plus. J'ai pas encore la vision sur le long terme. Bien Mais sûr. je sais que là, sur les prochaines années, j'aimerais vraiment que ça prenne de l'ampleur et, euh, et peut-être améliorer un petit peu ma gestion des réseaux sociaux, tout ça. Enfin voilà, on Et verra. oui, oui, c'est vrai que c'est un vrai taf, je Ah m'en rends oui, compte oui, moi-même. ouais. Ouais, c'est terrible, hein, c'est terrible, mais j'ai fait énormément de travail dessus grâce à une amie. Je sais pas si elle écoutera, mais en tout cas, grâce à une amie qui était aussi mon élève. Donc, on se rendait un petit peu mutuellement ce service. Elle s'occupait un petit peu de m'aider sur le contenu et elle me boostait un petit peu, elle me coachait sur la régularité sur les réseaux sociaux. Donc pendant une période, j'ai été hyper régulière, hyper assidue. Et elle, bah pareil, elle avait besoin d'être régulière dans la musculation et donc elle l'a été. Et là, on a arrêté mutuellement le coaching parce que elle a commencé du coup sa formation BPGEPS, donc c'était le but Ah un petit OK, peu. Donc OK, super super chouette. Elle plus pour les cours collectifs, mais elle a quand même une partie musculation. OK. Et moi, bon bah du coup, moi j'ai un petit peu de mal à être régulière maintenant, voilà. Et oui, 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 moi j'ai plus de mal à être régulier sur les réseaux sociaux que sur la muscu, hein. Ouais. La muscu Ah ça oui, va, oui, mais non, ouais. La muscu, il y a pas de souci, hein. Moi, il y a pas de problème, mais ouais, les réseaux sociaux, c'est compliqué. on va s'améliorer June, on va s'améliorer au fur et à mesure. Ouais. Hem, alors on va passer à, je te remercie d'avoir parlé de la réalité du job de coach, Ah bah, avec sportif, plaisir, hein, notamment en ouais. ligne, parce que
c'est vrai que d'un œil extérieur, on peut vite, imaginer que les bons côtés, comme très Ouais. souvent, hein, quand tu connais pas un Mmh. truc, et que tu es Ah bien attiré, sûr. tu t'imagines que les bons côtés et Mmh. là, ça permet d'avoir une vision, plus terre à terre, plus réaliste, donc je pense que c'est très bien. Mmh. Hem, on va passer à un petit, une petite partie que j'appelle les piliers de la santé, OK. que je pose souvent aux invités qui sont, plus ou moins dans le domaine, du bien-être, de la santé et OK. alors je vais te citer selon moi ce que sont les piliers de la santé. J'ai rien inventé de folichon, hein, tu vas voir Mmh. et ensuite je vais te poser des questions par rapport à ça. OK, ça marche. Hem, alors, il y a la nutrition, Mmh. le sommeil, Ouais, l'activité physique bien sûr. et la gestion du stress, des émotions. Tout à fait. Alors, yes. Alors, si tu devais, hem, c'est complètement con comme question, mais si tu devais n'en choisir qu'un, si par Ah! exemple pendant, 1 mois je te dis, tu peux prendre soin que d'un de ces piliers, toi personnellement, c'est pas un conseil à donner à tout le monde, mais c'est toi personnellement lequel tu garderais? OK, donc alimentation, gestion du stress, sommeil, activité physique. Oui. Bah, je pense que ça serait gestion du stress. Alors, Ah intéressant, OK. je pense que ça serait gestion du stress parce que, heu, par exemple, pour moi, si tu manges mais que tu es stressé, ça va pas avoir un bon impact sur ton corps. Si tu dors mais que tu es stressé, ça va pas non plus avoir un bon impact sur ta physiologie. Et enfin, si tu fais une activité physique qui est un stress, mais donc que tu es trop stressé, tu ne vas pas récupérer et bon, bah, oui, tu vas progresser, mais voilà, pour moi, la base de tout, hein, et c'est pas enfin, moi, il y a des périodes où je suis très stressée, hein, et c'est comme ça. Mais je pense que vraiment un des piliers, heu, de l'équilibre, c'est la gestion du stress. Pour moi, c'est vraiment ça le pilier avant même si ça peut être fait simultanément, mais voilà, avant de penser à ta nutrition, ton sommeil, enfin, en fait, c'est relié tout simplement. Tu peux pas dormir alors que tu es hyper stressé parce que tu ne vas pas dormir. Si tu Mmh. manges super stressé, bah, voilà, tu vas pas ni apprécier le moment, ni, bien métaboliser, assimiler, les nutriments, et si ton corps est trop stressé et que tu lui induis encore un stress physique, bah, tu vas courir à la blessure, en fait. Donc voilà, je pense que ça serait plus, la gestion du stress. Super, je crois que tu es le premier invité, à me le dire, c'est intéressant Ah ouais? et OK, du d'accord. coup ouais, mais bon, du coup, c'est tellement subjectif. Enfin, Oui, en ouais, fait, c'est vu que c'est tout bah, subjectif. puis tout est lié comme tu l'as dit, donc Voilà, c'est ça, la question en elle-même a c'est pas un peu vraiment une de question sens. rhétorique, ouais. Voilà, c'est plus pour savoir, pour emmener mon OK, invité sur, ce qu'il ouais. trouve le plus important, ça Alors, m'intéresse. en tout cas, ouais, je prendrais le truc dans ce sens-là. Ouais, complètement et donc là, c'est les 4 piliers. Est-ce qu'il y en a un autre qui serait peut-être moins évident? Parce que là, j'enfonce des portes ouvertes quand je dis, nutrition, activité physique, gestion, du sommeil et du stress. Est-ce qu'il y en a Mmh. un autre qui serait peut-être moins évident, que qui te viendra en tête? Bah, là, comme ça, je dirais l'estime de soi, en fait. Enfin, par OK. rapport à ce qu'on a dit, aujourd'hui, je dirais l'estime de soi parce que quand on a une mauvaise estime de soi, ça va être compliqué, en fait, de se voir progresser et d'être dans cet état d'esprit où on veut croître, où on veut s'améliorer. Alors que voilà, si on travaille, bah, non seulement sur sa gestion du stress, mais en plus sur son état d'esprit, on va être plus enclin à s'améliorer et à observer les changements positifs. Et donc à être dans ce cercle, vertueux, un petit peu. Voilà, Carrément, carrément, ça me parle. ouais. Écoute, June, on va arriver sur mes petites, questions de fin. Donc c'est des OK, questions, légères, plus ou moins légères, hein. C'est pour finir cool. en douceur, tranquille. OK. Hem, qu'est-ce qui t'épanouit au quotidien?
Mes élèves, je pense, mes élèves beaucoup, surtout quand ils m'apportent des bilans positifs, dans le sens où quand ils observent leurs changements. J'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour, certains de mes élèves qui me disent, qu'ils sont, enfin que je suis, un changement, un moteur, une inspiration dans leur vie. Donc, beaucoup de gratification pour ces élèves. Hem, voilà, je et puis qu'est-ce qui m'inspire? Je pense, un peu tout, un peu un peu tout, mais enfin la nature, l'art beaucoup, la danse, la musique. Je suis très sensible à l'expression corporelle, donc j'aime beaucoup regarder des vidéos de danse, j'aime beaucoup regarder, des clips où il va des clips de musique où voilà, il y a la musique, l'expression scénique, corporelle, heu, la musique, ouais, la musique, j'ai tendance à écouter, beaucoup de beaucoup de musique, mais aussi beaucoup de podcasts. J'adore écouter des parcours de vie, Mmh. des expériences de vie. Donc voilà, et puis je suis très inspirée aussi par, et très ressourcée surtout quand je vais, en nature, quand je fais des randonnées, quand je nage. Voilà, ça c'est des choses, hyper importantes pour moi. Ouais. Ça me parle beaucoup. Quelle croyance irrationnelle tu as? Et peut-être que tu n'en as pas, et par irrationnel, j'entends ce qu'on peut appeler irrationnel dans nos sociétés, tu vois, occidentales modernes, du genre, je sais pas moi, croire au destin, ou qu'il y a pas de hasard, ou alors des trucs beaucoup plus farfelus, hein, OK, quelle croyance irrationnelle? Là, c'est vrai que tu me coupes un peu l'herbe sous le pied. Enfin, je saurais pas quoi dire là tout de suite, mais Tu peux ne pas en je avoir, hein. Tu peux être très bah, cartésienne, et c'est OK, hein. en fait, là encore une fois, je suis pas très tranchée. Je suis pas alors je suis pas croyante, je viens, quand même, d'une famille, pas 100 religieuse, mais qui a des croyances, hein. Mais, j'ai fait une éducation aussi, religieuse, mais je ne suis pas croyante, je ne l'ai jamais été. Heu, Par contre, je crois qu'il y a des choses qui ne s'expliquent pas, qu'il y a des choses qui sont plus fortes que nous. Je pense aussi que, enfin voilà, dans les choses peut-être, irrationnelles, que le corps il s'exprime et que parfois on le comprend pas et que parfois toutes les études scientifiques ne pourront pas expliquer, ce qui se passe, qu'on peut avoir des facteurs de stress externes qui vont impacter aussi notre physiologie. Moi, j'en suis certaine. Voilà, c'est ma certitude que, des événements peuvent, impacter le corps, d'une manière, très forte et que parfois, bah, tant qu'on ne va pas résoudre cet aspect, émotionnel, et ben, notre corps exprimera toujours, des déséquilibres. Ça, Mmh. ouais, je pense que c'est ma conviction un peu irrationnelle. OK, super. Hem, Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel ça serait? Un super pouvoir, alors je crois que ça serait, de pouvoir respirer sous l'eau. Respirer sous l'eau, Ah! ouais, parce que j'adore nager. Donc ça, j'adore nager, j'adore les fonds marins et par contre, j'ai beaucoup de difficultés à plonger en profondeur, en apnée. Donc ça Mmh. s'apprend comme tout. Mais je Mmh. suis quelqu'un de voilà, j'ai pas trop la patience pour ça. En plus, j'ai pas, enfin, j'ai le lac à côté de chez moi, mais je t'avoue que je j'y vais pas, de manière assez régulière, l'hiver. Bref, Mmh. je ne travaille pas sur, l'apnée et c'est quelque chose que, bah, voilà, j'adore les fonds marins, et je trouve ça, fabuleux et je me dis que pouvoir plonger en profondeur, bah, c'est incroyable, quoi. Quand tu peux voir, Mmh. le le ciel et la mer et le soleil, enfin, toutes les réverbérations, du soleil, à travers l'eau, bah, voilà, je trouve ça super beau et donc ça serait un super pouvoir, super chouette. Ouais, c'est chouette. Est-ce que tu as déjà fait de la plongée sous-marine avec bouteille? J'en ai fait une fois quand j'étais assez jeune, donc c'était il y a longtemps, quand j'étais en Crète. OK. Donc c'était quand j'étais petite que je partais en vacances avec ma mère, mon frère et j'avais fait de la plongée et c'était vraiment, super beau.
j'en ai encore des souvenirs, donc voilà, ça m'a Mmh. quand même marquée. Mmh. Et sinon, quand je suis partie en Indonésie, j'ai fait que de la plongée en mode, snorkeling, quoi. Ouais, En mode ouais. avec, tuba, ce qui est super aussi, hein, parce Oui, que oui, voilà, tu peux voir plein j'ai de pu trucs, hein. voir, j'ai vu des choses, là aussi, fabuleuses, hein, des coraux, plein de poissons, différents, des raies, des tortues, donc voilà. Heu, Mmh. mais heu, mais ouais, plonger un petit peu plus, ça pourrait être vraiment, vraiment chouette. Ensuite, je fais déjà beaucoup de choses. J'avoue que Eh oui, eh oui, on peut pas tout j'ai faire. pas on peut pas tout faire, voilà, j'ai décidé de de faire d'autres choses. Bon, bah, si vous êtes un pote, ou une pote, à June, et que vous savez pas quoi lui offrir à son prochain anniversaire, peut-être un truc en lien avec l'eau et le la plongée, Ouais. Ouais, ouais. peut-être. Hem, Qu'est-ce qui peut t'exaspérer chez les gens? Des traits de caractère ou des comportements? Mmh, alors je pense il y a 2 choses qui m'exaspèrent un peu. Et alors la 1re, c'est l'impatience et c'est marrant parce que c'est aussi quelque chose qui est présent chez moi. Ah, ouais. Donc tu vois, c'est marrant et donc en même temps, je comprends ce trait de caractère, mais voilà, c'est l'impatience, qui me ça m'agace et pareil, autre chose qui 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 m'exaspère de plus en plus, c'est la négativité et ça pareil, ça l'est beaucoup moins maintenant, mais c'est quelque chose moi avant j'étais très négative, très pessimiste. Ma mère me disait tout le temps, «Ouais, qu'est-ce que tu es négative, machin». Donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé et Ça se voit. merci. Parce que là, tu fais pas du tout négative. Ouais, mais enfin voilà, en fait, j'ai tellement été dure avec moi-même et même, pas avec les autres, mais voilà, j'ai été très pessimiste pendant plusieurs années et parfois c'est quelque chose, voilà, qui ressort dans mes moments, de doute. Bah, par exemple, quand j'étais en prépa, je me disais: «Ouais, de toute façon, je suis pourrie, enfin voilà, j'y arriverai jamais, de toute façon, je suis naze», et cetera et cetera et donc Mmh. voilà, maintenant la négativité, de manière générale, c'est quelque chose qui ça me fait hérisser les poils parce qu'en fait, je pense que je me revois dans les moments où je m'aime le moins et en fait, ça me renvoie cette image que j'aime pas de moi, en fait. Donc Mmh. voilà, c'est les 2 choses qui me Non, mais qui c'est super intéressant et puis tu mets le doigt sur un phénomène qu'on observe, c'est qu'on déteste voir chez les autres nos propres défauts ou nos ouais, propres anciens défauts c'est et ça, ouais. souvent c'est C'est ouais, souvent une souvent c'est réflexion de soi-même et c'est pour ça c'est aussi que ça. je suis quand même assez tolérante avec ça. Par exemple, quand j'ai des élèves qui sont hyper négatifs ou qui sont hyper impatients, bah, en fait, j'arrive à le comprendre parce que j'ai été dans le même état. Donc j'arrive à le comprendre, même si, paradoxalement, si ça arrivait enfin, quand ça arrive en face de moi, j'ai tendance un petit peu à me crisper et à me renfermer, mais je pense que je suis une personne qui est assez bienveillante et tolérante pour arriver à prendre, du recul et quand je réagis, ça m'arrive aussi de réagir de manière très impulsive. Je Mmh. suis très susceptible, ça c'est un trait de caractère chez moi, voilà, c'est comme ça, je suis hyper susceptible, mais j'arrive quand même maintenant à le prendre plus d'une manière, dérisoire et donc forcément, à me dire: «OK, là, tu as une personne qui réagit comme ça, tu analyses la situation, tu prends du recul et du coup, je réagis de manière un petit peu plus tempérée». Donc voilà. OK, non, mais c'est bien ce que tu dis parce que ça montre qu'on peut vraiment travailler sur soi Ouais. et s'améliorer, quoi. Mmh. OK, si tu pouvais remonter dans le temps Mmh. pour vivre à une époque, pas seulement, observer, hein, mais vraiment vivre à une époque, donc tu peux prendre le début de l'humanité jusqu'à maintenant, peu importe. Quelle époque tu choisirais et surtout pourquoi? Oh là là, c'est difficile, c'est Ouais, j'aime difficile, je sais. Prends ton temps, prends ton temps. c'est super difficile, je sais pas, mmh, je réfléchis, il y a tellement ouais, il y a tellement d'années où ça pourrait être chouette, d'y vivre. Forcément, maintenant, je suis un petit peu,
matrixée par le bodybuilding et je me dis waouh, ça serait super de vivre à la golden era, donc les années un petit peu Venice Beach où c'était vraiment les premières années du bodybuilding et surtout du bodybuilding au féminin où il y Mmh. avait encore beaucoup de femmes naturelles et et où c'était les premiers concours de bodybuilding féminin où le posing prenait tout son sens, où c'était vraiment le posing duquel je me rapprochais. Donc forcément, je me dis, ah, ça pourrait être génial, quoi. Ça pourrait être génial. Donc voilà, pourquoi pas cette Ah bah, ouais. époque. Mais ensuite, voilà, chaque époque a ses avantages et ses inconvénients. Et je, je suis quand même contente de vivre à mon époque, même s'il y a des choses qui pourraient être bien de revivre, quoi. OK. Non mais c'est super, super et est-ce qu'il y a d'autres, intérêts ou passions que tu as, à part celle dont on a parlé majoritairement qui est le bodybuilding? Alors pas forcément que tu pratiques parce qu'on a bien compris que les journées font 24 heures et qu'on peut on peut On pas peut tout tout faire, faire. on peut pas tout faire. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui voilà, qui t'intéressent, même si, forcément tu peux pas aller à 100 dedans? Ouais, il y a plein moi, je pense il y a plein de choses. Évidemment, on peut pas tout faire. Mmh. Déjà, j'adore l'art. J'adore l'art. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui fera toujours partie de moi. Quand je dis art, je parle pas forcément que de peinture, hein. Je parle vraiment, des beaux-arts, donc tout ce qui englobe aussi, comment dire? La performance, tout ce qui englobe aussi, les arts plastiques, donc enfin voilà, vraiment, c'est l'art au sens large. Mmh. Et là, ça fait plusieurs années que j'ai pas été dans une expo, mais avant, c'était quelque chose pour moi, enfin voilà, je faisais très, très régulièrement des expositions. J'ai même travaillé pour des expositions, fait du montage, enfin au Centre Pompidou, pour des biennales, donc c'est des grandes expositions, des grandes OK. fanfares d'art, on va dire Mmh. dans toute la ville, que ce soit, enfin, il y a une biennale à Venise, une biennale à Lyon, donc c'est tous les 2 ans. Et donc voilà, pour moi, c'est quelque chose qui fera toujours partie de moi. Ensuite, je suis passionnée, je sais pas si on peut dire qu'on est passionné de nature, on n'est pas vraiment passionné de nature, mais en tout cas, voilà, j'adore être en nature et c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Ensuite, voilà, j'aimerais parfois faire du piano. J'en ai fait un petit peu, mais pas assez. J'aimerais parfois faire encore plein d'autres choses, mais je peux pas tout faire. Bien sûr, Donc bien voilà. sûr. Ensuite, ça va être ça principalement. Mes autres centres d'intérêt principaux, c'est l'art et, euh, et voilà, et la musique, les arts en général en fait. Super intéressant et en fait, ça fait du sens avec tout ton parcours parce que, hem, finalement, dans le bodybuilding, malgré ce que diront, certains qui ne connaissent pas ce milieu et je peux comprendre, hem, il y a une partie artistique avec le Mhm. posing. Il y a une Oui, partie aussi tout à fait. artistique avec le fait de vouloir sculpter son corps et d'avoir des harmonies entre les différentes, parties. C'est pas juste, pousser hyper lourd pour, que les muscles ils Bah grossissent c'est ça. énormément, c'est d'avoir des Ouais, proportions aussi c'est ça. et là tu mêles les 2 en fait. Tu mêles, ton attrait pour le sport et ton attrait pour l'esthétique, l'artistique quoi. Ouais, je pense que c'est pour ça que je me suis retrouvée dans le bodybuilding. C'est parce que Mmh. c'était une manière de m'exprimer avec mon corps d'une manière artistique, en fait, Ouais. par le biais de l'harmonie, de la symétrie, de l'esthétisme et par le biais de l'expression scénique, en fait. Parce que voilà, Mmh. tu vas être sur scène et donc il faut bouger d'une manière esthétique, d'une manière harmonieuse, comme si en fait tu étais ta propre sculpture et que tu mettais en mouvement ta sculpture. Donc voilà, je pense aussi que c'est pour ça que j'ai été assez attirée par tout ce domaine. Ouais, non mais complètement. Ça fait complètement sens, c'est hyper, hyper cohérent. Hem, est-ce que tu aurais, un conseil à donner aux personnes qui voudraient se lancer dans un projet, peu importe lequel? Je sais pas moi, ça peut être,
Ça peut être, genre, devenir coach ou faire des compètes de bodybuilding, pas à tout hasard, mais ça peut être n'importe quoi, n'importe quel projet. Heu, alors je sais que c'est toujours compliqué parce que tout est contextuel et que chaque expérience est différente. Mais là, si tu avais, une amie, un ami qui venait vers toi et qui, voilà, tu sentais qu'il était, qui voulait se lancer dans quelque chose, qu'est-ce que tu dirais? Avec ton expérience à l'instant T là? Je dirais, d'être patiente ou d'être patient, mais de faire en sorte, heu, d'être acteur des changements. Donc voilà, peu importe l'objectif, hein, aussi d'apprécier le processus, un petit peu le chemin parce que finalement, par exemple pour le bodybuilding, c'est quoi? C'est 5 minutes sur scène. Donc en fait, qu'est-ce qui m'a le plus plu? C'est pas que l'accomplissement, c'est vraiment tout le processus et je dirais même que c'est dans le sport de manière générale, c'est tout le processus depuis que j'ai décidé de changer de vie. C'est vraiment tout, voilà, tout le chemin que j'ai fait qui me plaît. Et là encore aujourd'hui, je me dis, bah ouais, c'est tout le cheminement vers un mieux-être. Pareil pour le fait d'être coach sportif. Moi, j'adore me former, j'adore être en formation. J'ai l'impression d'être une éternelle apprenante. Donc voilà, j'adore apprendre, j'adore me former continuellement. Et donc, peu importe l'objectif, je dirais, c'est de prendre plaisir, d'être patient et d'apprécier. Je sais que c'est bateau, hein, mais le enjoy the process parce que bah c'est super. En fait, tu vas apprendre, tu vas te former, c'est comme ça que tu vas grandir, quoi. Et chercher à mieux faire et chercher à t'améliorer. Et c'est comme ça que tu vas grandir et acquérir de l'expérience. Donc voilà. Super. Dernière question, June. Ouais. En quoi la June d'aujourd'hui est différente de la June d'hier? Et par hier, tu mets ce que tu veux, tu peux le mettre en jour, tu peux le mettre en mois, tu peux le mettre en année. Je sais que, avant tu étais une teufeuse et j'ai entendu ça dans les podcasts. Mais c'est hyper intéressant, hein, comme parcours parce que ça montre vraiment qu'on peut changer. Hem, donc voilà, en quoi la Mm. June d'aujourd'hui, elle est différente de la June d'hier? Ouais, bah, on va prendre, je pense que ouais, je vais me comparer à la June teufeuse parce que c'est une June que Yes. j'ai beaucoup aimée aussi, hein, parce que je regrette en rien, ces années, même si bah, il y a eu un moment où ça a été, un petit peu plus, dark parce que, bah, je me mettais vraiment dans des états, lamentables et qu'en fait j'étais un peu, je pense que comme beaucoup d'ados, j'étais paumée quoi. J'étais paumée, paumée dans ma vie. Mais, mais voilà, je dirais que la June d'aujourd'hui, elle est plus confiante en elle-même, pas que sur son physique, mais sur ses capacités, qu'elle a plus peur de prendre la parole en public, elle a plus peur de parler de son parcours, heu, elle a moins peur aussi de s'affirmer, elle est plus sociable. C'est pas que j'étais insociable, mais c'est quand même que ouais, je pense j'avais cette peur de m'affirmer, en fait, de m'affirmer donc voilà, j'ai moins cette peur-là. Je dirais que c'est une June qui est plus aussi dans un état de croissance. Alors qu'avant, j'étais un petit peu, bah, voilà, dans ce côté pessimiste, comme je t'ai dit, pessimiste, Mmh. négatif, surtout par rapport, enfin voilà, de sur moi-même, en fait, sur, comment je me percevais. Donc pour résumer, je dirais de manière générale que la June d'aujourd'hui, elle s'apprécie plus et elle apprécie aussi de croître et elle a un état d'esprit plus positif. Voilà, tout simplement. C'est super, c'est super. Ouais. June, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé dire, pendant notre échange que tu as pas eu l'occasion de dire ou est-ce que ça va de ton côté? Waouh, je pense que ça va, hein, on a bien parlé quand même. On a bien Ouais. parlé donc bon, bah, j'espère que ça plaira et que les auditeurs et auditrices, apprécieront un petit peu ce partage, de parcours et d'expérience. En tout cas, c'était un Ouais, plaisir. bah, c'était un plaisir aussi et je pense que ça plaira effectivement parce que c'est un beau parcours, une belle transformation et puis une belle mentalité de persévérance et d'envie de devenir meilleur un petit peu, chaque jour, donc c'est Ouais. vraiment cool. June, je te Eh ben, remercie. super. Bah, merci à toi Alex. Salut, salut. Salut. Vous avez écouté cet épisode en entier et je vous en remercie sincèrement.
Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez m'aider à faire grandir ce podcast, notez-le sur Apple Podcasts, Spotify ou toute autre plateforme que vous utilisez. Partagez-le en story sur Instagram en taguant podcast.vilain.canard ou bien sur un autre réseau social. Partagez-le à un membre de votre famille ou de vos amis. C'est grâce à ces petits gestes qu'on pourra continuer à élargir le panel des invités et faire grandir le podcast. Vous aussi, vous faites partie de cette aventure. À bientôt!